Salut à tous. Je ne sais pas si cette histoire est à prendre au sérieux ou non. Mais en tout cas, elle me fait doucement flipper. Et j'aimerais avoir des avis. Après le travail, j'aime bien me poser sur un banc dans un parc qui se situe pas loin du bureau. Il y a 2 semaines, j'ai trouvé sur un des bancs un petit bloc-notes. Curieux de nature, j'y ai jeté un coup d'œil rapide. Ça m'a semblé être la liste d'un homme où il répertoriait les choses qu'il avait faites ou qu'il voulait faire au cours de sa vie. Je n'ai pas eu le temps de tout lire, car j'ai reçu un appel important de la part de ma femme, et j'ai donc dû partir laissant le bloc-notes sur le banc. Le lendemain, je suis repassé devant ce banc, tout en sachant très bien que la liste ne serait plus là. Pour je ne sais quelle raison, elle y était. Cette fois-ci je l'ai pris, et je suis parti avec, pour la lire entièrement. Certes, c'est un peu louche sur les bords, voire même carrément flippant sur la fin, mais je crois que c'est juste une blague ou une caméra cachée. Cependant, il y a quelques jours, j'ai découvert quelque chose qui m'a vraiment fait flipper. Je vous en parle plus en détail à la fin. Ce qui va suivre, c'est la retranscription faite par mes soins. Pour les plus sceptiques, vous trouverez également des photos de quelques pages du cahier, ce qui prouvera sûrement l'authenticité de ce que j'avance. Par contre, faites gaffe, ce type écrit vraiment très mal. J'ai juste scanné 2 pages pour vous montrer l'évolution de l'écriture. Il y a aussi des petits dessins barrés, mais je n'ai pas encore réussi à les décrypter. Si vous remarquez quelque chose, ce serait gentil de m'aider. Voici la retranscription. Ma liste de choses à faire au cours de ma vie. Avoir mon diplôme à l'université. J'ai enfin réussi à l'avoir, ce satané diplôme d'état de docteur en médecine. Je me souviendrai toute ma vie de ce 28 juin 2009. Cette cérémonie, cette remise de diplôme. Rien que de l'écrire, je me vois encore monter sur cette estrade. C'est quelque chose que je voulais vraiment avoir. Il me servira plus tard, j'en suis sûr. Avoir une petite amie. Et ça aussi c'est fait. Valentine était de ma promo depuis 2 ans. Et ce n'est que le 5 juillet 2009 que j'ai réussi à lui avouer mes sentiments. J'avais peur de me prendre un gros vent, mais finalement, il se trouvait qu'elle aussi, elle m'aimait. Adopter un petit chien et l'appeler Balto. Depuis que je suis tout petit, j'aime beaucoup les chiens. Malheureusement, mon père était allergique aux poils de chien. Et je n'en ai jamais eu. Alors quand je suis parti de chez mes parents, j'ai tout de suite voulu m'en prendre un. Mais j'ai vite réalisé que ce petit chien ne serait pas heureux avec seulement une seule personne à ses côtés. Quand je me suis mis avec Valentine, je lui ai demandé si elle n'était pas contre le fait d'adopter un petit chien. Certes, j'ai dû la forcer un peu car elle était plutôt chat, mais elle a fini par accepter. On l'a d'ailleurs adopté le 13 septembre 2009, date de l'anniversaire de Valentine. Je l'ai appelé Balto, car c'était le nom de l'ami imaginaire que j'avais quand j'étais petit. Faire mon baptême de l'air. Décidément, Valentine est dans beaucoup de choses dans cette liste. Pour nous 1 an ensemble, elle m'a offert un baptême de l'air vers Bordeaux. J'aurais dû le faire le 5 juillet, mais on a eu des problèmes pour l'inscription. On l'a finalement fait 1 semaine plus tard, le 12. Voyager en Égypte. Cette fois-ci, je l'ai fait tout seul. J'aurais dû faire ce voyage avec Valentine, mais je me suis embrouillé avec elle quelques jours avant. Et malgré mes excuses, elle n'a pas voulu venir. Bon, cette phrase est écrite en tout petit, mais je peux quand même la lire. Il est écrit « Vieille salope ». On dirait que ça a été rajouté après. Bref, voici la suite. Ce fut un voyage magnifique. Il n'aura duré certes qu'1 semaine, mais je suis revenu avec un dossier de 500 photos. Visiter les vieux châteaux d'Écosse. Malheureusement, je n'ai pas encore eu le temps de faire ce voyage. Visiter des châteaux est une activité qui me plairait, j'en suis sûr. Mais après mon voyage en Égypte, je n'avais plus d'argent. Voir une aurore boréale. C'est aussi quelque chose que je cherche à faire, mais je sais comment je vais faire. Pendant mon voyage en Écosse, j'aurai probablement l'occasion d'en voir une, car elles apparaissent dans les régions les plus proches des pôles. Je pense que l'Écosse devrait suffire. Me faire tatouer. Je ne sais pas si je peux vraiment me faire tatouer. À vrai dire, je ne sais même pas ce que je veux me faire tatouer, ni où. Mais bon, c'est quelque chose que je souhaite faire avant de mourir. Déjà parce que Valentine aime ça, et aussi parce que ça doit être un truc sympa à faire. Apprendre à jouer de la guitare. Je n'ai jamais vraiment su jouer d'un instrument de musique. J'avais fait un court stage d'apprentissage du piano quand j'avais 15 ans, mais l'instrument ne me plaisait pas. Alors début avril, j'ai commencé à économiser pour m'acheter une petite guitare acoustique. Rien de bien fou, bien sûr. Le genre de truc que les parents achètent aux gamins pour leur faire plaisir à Noël, vous voyez. Le genre de truc à 100 €, quoi. Mais bon, pour moi qui étais encore étudiant à l'époque, 100 €, c'était une belle somme. Ainsi donc, le 23 avril 2007, j'ai fait l'acquisition de ma guitare. J'y joue de temps en temps et selon Valentine, je ferai des progrès de jour en jour. Manger des plats exotiques. Pour être exotique,
Je peux vous assurer qu'il l'était. Un ami à Valentine connaissait un restaurant asiatique dans un petit village. Nous étions les seuls clients dans le restaurant. À vrai dire, sur le coup, je regrettais d'être venu. Ils nous ont apporté la carte. J'avais jamais vu ça. Vous pensiez que le mythe des Chinois bouffeurs de chiens, c'est un fake? Ou que c'était seulement dans le coin les plus paumés de Chine? Eh bien pas du tout. Si on s'y connaît bien, on peut en trouver en France. La preuve. J'ai jamais mangé quelque chose d'aussi bon que ça. Tout était parfait. La texture de la viande en bouche, le goût. Je ne peux clairement pas décrire ce que je ressentis quand j'ai mangé ça. J'en ai repris 3 fois. Tant pis si c'était cher. Je serais prêt à payer n'importe quoi pour en remanger. Cependant, Valentine n'a pas touché son assiette. Je ne comprends pas comment elle a pu passer à côté de ça. Je lui ai fait remarquer une fois sortie du restaurant. Elle m'a dévisagé et n'a plus voulu m'en reparler. Drôle de fille. Se priver de sommeil. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu essayer. Je me souviens de mon cours sur le sommeil quand j'étais en 2e année, et surtout sur la privation de sommeil. Ça concernait les symptômes de cette privation, et les séquelles. On nous avait passé une petite vidéo qui récapitulait les étapes jour par jour. J'ai vraiment été passionné par ça. J'ai cherché des informations là-dessus pendant près d'1 semaine, et sans jamais vraiment oser le faire. J'ai toujours voulu essayer de tenter l'expérience. Mais maintenant, avec cette liste, je me suis dit que ce serait con de passer à côté de ça, et de crever sans savoir ce qu'on ressent quand on se prive de sommeil. Alors, il y a quelques jours, alors que Valentine était partie bosser dans son coin, j'étais seul à la maison. J'avais 1 semaine devant moi. C'était largement suffisant. Je suis allé dans notre chambre. J'ai fermé les rideaux et les volets, et je me suis assis par terre. J'ai suivi les techniques qu'on nous avait montrées. J'étais complètement déconnecté du monde extérieur. Je ne savais pas quelle heure il était. Je ne pensais à rien. Et ça a marché. Au début, c'était vraiment dur. Je pensais pas que j'y arriverais. Et puis les hallucinations ont commencé à venir. Au départ, c'était vraiment quelque chose de très léger. Des petites silhouettes, un peu colorées qui tournaient autour de la pièce. Je ne devais pas détourner le regard du point que je ne m'étais donné. Puis, elles ont commencé à essayer de me toucher, de me faire décrocher. Oui, elles voulaient que je dorme. Au bout de 3 jours, c'était devenu invivable. Elles foutaient tout un bordel dans la pièce. Elles faisaient tomber des objets sur moi, majoritairement. J'ai lâché au bout de 5 jours, j'en pouvais plus. Ça a été une expérience fantastique. J'aimerais bien le faire avec Valentine, mais je suis sûr qu'elle ne voudra pas. Elle ne sait pas ce qu'elle rate en tout cas. Drôle de fille. Disséquer un animal. Bon, certes, j'ai déjà disséqué des animaux dans le cadre de mes études. Des souris, des grenouilles. Rien d'extraordinaire en fait. Ma vie commençait vraiment à être chiante. Boulot de merde pas intéressant. Ma femme est une vraie conne, coincée du cul au nez. Et niveau thune, c'est un peu la misère. Il fallait vraiment quelque chose pour la pimenter. Comme quand on est un petit con adolescent et qu'on fait une assez grosse connerie. Cette sensation, je ne saurais pas la décrire tellement elle me procure un plaisir intense. C'était pendant que je me baladais dans un parc, là où beaucoup de gens promènent leurs animaux. Au fond du parc, il y avait une canisette. Généralement, les maîtres laissent leurs animaux faire leurs besoins et ils discutent entre eux. Je me suis approché de la canisette et j'ai attendu qu'un chien vienne près de moi pour le choper. J'ai eu de la chance. C'était un petit chihuahua qui était venu vers moi. Alors ni une ni deux, je l'ai pris sous mon bras pour éviter qu'il me morde. Il arrivait quand même à aboyer, ce qui a bien évidemment alerté sa maîtresse. Heureusement, c'était une vieille et j'ai pu me barrer sans problème. Le parc était à 2 pas de chez moi. J'ai donc pu rentrer sans trop de soucis. Valentine était au travail. J'étais seul avec Lewis. D'après son collier, c'était son nom. J'allais enfin faire quelque chose de palpitant dans ma vie. J'allais enfin sortir de cette routine dans laquelle je m'étais enfermé depuis trop longtemps. J'ai immobilisé le chien comme j'ai pu. D'après moi, il ne pouvait pas bouger. Je ne voulais pas trop perdre de temps avec lui. Je l'ai tout de suite tué comme j'ai vu. Puis je l'ai disséqué avec les instruments que j'ai ramenés des fois du travail. J'ai un peu tout vidé en fait. J'ai placé ce que je considérais comme intéressant dans un petit tupperware. Alors que je finissais ma besogne, j'ai réalisé à quel point ce que j'avais fait était crade et inhumain. Puis Valentine est rentrée. Elle a vu les restes du chien sur la table. Elle m'a vu couvert de sang et elle est partie chez sa mère. Drôle de fille. Tuer quelqu'un. Hier soir, le 12 novembre 2010 donc, énorme dispute avec Valentine. Les insultes ont fusé, puis les claques. Au début, elle a essayé de s'accrocher au canapé du salon, avant que je ne l'assomme avec la pelle que j'utilise pour le jardin. Elle saignait beaucoup. Alors j'ai frappé avec le coin de ma pelle. 2, 3, 4 fois, avant que je lui donne le dernier coup. Elle me suppliait d'arrêter. Elle me criait qu'elle savait que je l'aimais. Et toutes ces conneries niaises qu'on peut sortir quand on veut garder son mec.
Drôle de fille. Et puis, le silence est revenu, plus troublant que jamais. Je venais de tuer ma copine. Manger un être humain. Je n'ose plus sortir. J'ai peur que ma mère passe à l'improviste si jamais je sors. Toujours là pour faire chier cette vieille salope. Je ne peux même plus fermer l'appartement à clé. Je ne sais pas où elles sont. J'ai dû les perdre pendant que je frappais Valentine. Cela fait 3 jours. 3 jours aussi que je n'ai pas dormi. J'ai tellement faim. D'habitude, je ne mange presque pas. J'ai fait les courses lundi dernier et je n'ai presque plus rien. Et il faut que je me débarrasse du corps de Valentine. J'ai tellement de choses à faire. Ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Je pense que je vais devoir manger Valentine. Ça ne me dérange même pas en fait. Elle est plutôt belle quand on y pense. Je me demande même si je la préfère pas morte que vivante. Au moins, elle ouvre pas sa gueule, c'est déjà ça. Bon, je commence le festin. Espionner quelqu'un. J'ai fini par tout foutre en l'air. J'ai détesté manger Valentine. Autant manger du chien, je veux bien, mais alors un être humain, c'est la pire connerie que j'ai jamais fait. Le goût est juste horrible, sérieusement. J'ai réussi à me procurer une clé, vu que j'ai toujours pas retrouvé la mienne. En revanche, le patron de Valentine a appelé, vu que ça fait plusieurs jours qu'elle n'est pas allée au travail. J'ai juste dit qu'elle était sérieusement malade, et qu'elle n'allait pas venir pendant un bon bout de temps. Cependant, je devrais me barrer d'ici. C'était trop dangereux. J'avais trop fait le con. Pendant que je rassemblais les trucs que j'allais prendre avant de partir, quelque chose m'est venu en tête. Quand j'étais gosse, j'étais fasciné par tout ce qui était espionnage, des trucs comme ça. Je me suis donc dit que j'allais utiliser cette liste pour espionner des gens. Dans un premier temps, poser cette liste sur un banc, dans le même parc où j'ai pris le chien. Puis prendre une photo discrètement de la personne qui lit la liste, et ensuite m'arranger pour qu'elle puisse voir que je l'ai prise en photo, et ainsi comprendre que j'en ai après elle. Et à vous qui lisez cette liste, en ce moment même, vous devez probablement ressentir de la gêne, du malaise. C'est bien normal, mais sachez que maintenant, je n'ai strictement rien à perdre. J'ai tué ma copine, et la police ne va probablement pas tarder à le savoir. Je n'ai nulle part où dormir. Je suis livré à moi-même. Putain, il est déjà 2h du mat. Ça, c'était moi. Un samedi soir, ne sachant pas trop quoi faire de ma soirée. À vrai dire, tous les soirs c'est la même routine. Je squatte mon ordinateur portable avec la télé allumée. Je parle à des amis sur Skype, et généralement, vers les 1h du matin, je les lâche pour regarder d'autres trucs sans trop qu'ils me dérangent. Suite à ça, je regarde des trucs sur le paranormal, des vidéos, ce genre de trucs quoi. Parfois j'y crois, parfois c'est plus difficile. En gros, c'était une soirée ordinaire, et je me faisais littéralement chier. Ouais, j'aurais pu aller me coucher, mais j'avais pas sommeil, et j'avais juste pas envie. Une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de regarder un peu les chaînes sur ma télé. Après être tombé sur du tout et n'importe quoi, je m'arrêtais brusquement sur une chaîne lointaine. Vous savez, ces chaînes étrangères quoi, où tu comprends que dalle. Bon, pourquoi je me suis arrêté ? C'était une séance d'hypnotisme. Et apparemment, le téléspectateur pouvait tester tout en restant confortablement installé sur son canapé. Pourquoi pas ? Ça pouvait être marrant. Même si je n'avais aucune idée de ce en quoi le type pourrait bien nous transformer. Sûrement un truc stupide, du style un poulet, un canard ou un ornithorynque. Donc l'hypnotiseur a sorti une sorte de spirale qui tournait. Je fixais lentement la chose, même si la musique derrière était très dérangeante. Une sorte de berceuse qu'on aurait accélérée. Un truc du genre. Je fixais attentivement la chose, quand un claquement me réveilla. Et rien ne s'est produit. Rien n'avait changé en moi. Mais la télé était bizarrement éteinte. Je n'ai pas cherché à comprendre. J'étais super fatigué. J'avais du mal à garder les yeux ouverts. Du coup, je me suis dit que je m'étais endormi pendant la séance. Mes parents étaient rentrés de leur soirée et avaient éteint la télé sans me réveiller. Je me suis levé et j'ai regardé l'heure. 2h15. Il était impossible qu'il rentre si tôt. L'hypnotisme s'était passé il y a seulement quelques minutes. J'essayais de trouver une explication logique quand on toqua à ma porte. Cela ne peut paraître rien en temps normal. Mais bordel, je rappelle qu'il était 2h du matin quand même. Avec une certaine hésitation, très prudent, j'entrouvre très légèrement la porte. Personne. Je suis sorti pour regarder aux alentours,
Mais non, personne dans les environs. J'ai dû rêver à cause de la fatigue, je me suis dit. J'allais rentrer, quand quelque chose me glaça le sang. Il était là, l'hypnotiseur, à une trentaine de mètres de devant chez moi, avec ses longs cheveux blancs et ses lunettes de soleil. Il avait encore sa spirale qui émettait la même musique flippante. Je suis vite rentré en courant et j'ai fermé toutes les issues possibles. Après ça, je me suis dit que j'avais dû grave délirer encore une fois. J'ai moi-même rigolé de ma stupidité. Franchement, qui peut croire à ces conneries sérieusement? Je suis monté me coucher. J'étais crevé comme pas possible. Et ça se ressentait. En montant dans ma chambre, ma fatigue se sentait de plus en plus. C'était vraiment bizarre, comme si mes pas étaient de plus en plus lourds. Je me suis directement couché avec mes habits et je me suis endormi. Enfin, j'ai essayé. Quelque chose m'empêchait de dormir. Quelque chose dans ma tête. J'entendais cette musique, elle se jouait en boucle dans ma tête. Mais après m'être concentré, j'ai remarqué quelque chose. Cela ne venait pas de ma tête, mais de ma chambre. Je me suis levé aussi vite que possible, et je l'ai vu. Dans un coin de ma chambre, il se tenait debout, me fixant attentivement, souriant du coin des lèvres. J'ai crié, et je suis sorti de ma chambre pour descendre. Mais il m'attendait en bas. Impossible. J'ai regardé dans ma chambre. Rien. Je me suis retourné vers les escaliers, mais il avait disparu. Je paniquais sévère. Je veux dire, c'était trop réel pour que ce soit une illusion. J'étais sûr que tout ça était vrai. Sans attendre, je suis descendu pour sortir de ma maison. Mais elle ne s'ouvrait pas. Les clés étaient sur la porte quand j'avais fermé tout à l'heure. J'en suis sûr. Malgré mes efforts, je ne suis pas arrivé à l'ouvrir. Je me suis senti observé en permanence. L'ambiance devenait de plus en plus oppressante. C'était l'enfer. Je pensais le voir partout. Je ne pouvais pas me cacher. J'étais piégé. Je cherchais désespérément une planque, un moyen de partir d'ici. Il fallait juste que je me sorte de cette emmerde. D'un coup, je me suis souvenu. Dans notre garage, il y a une porte de sortie qu'on bloque avec une planche. C'était mon seul espoir. Je devais y aller. J'ai couru vers mon garage. Je ne me suis pas arrêté une seule fois. Même s'il y avait eu cet homme devant moi, je suis sûr que j'aurais quand même continué. J'allais chialer. Je suis sérieux. Je savais que j'étais en danger. J'ouvre la porte qui mène au garage, et m'y voici. Il fait sombre. Je n'y vois rien. Mais je sais où me repérer pour trouver la porte. J'avance lentement. Le silence était pesant. À chaque son qui se faisait entendre, je sursautais. Mais finalement, il n'y était pas. Rassuré, j'ai déplacé la planche de bois. Je m'apprêtais à ouvrir la porte quand un son se fit entendre. Une mélodie. Cette foutue berceuse dégueulasse, je l'ai vue devant la porte qui menait à la maison. Toujours souriant, je me suis retourné et j'ai ouvert la porte. Il était derrière cette porte et sans que je puisse faire quoi que ce soit, son visage se déforma et il se jeta sur moi. Et je me suis réveillé. J'étais assis, les yeux grands ouverts, la télé allumée. Il y avait cet hypnotiseur qui était applaudi par une centaine de personnes. Ce n'était qu'un rêve. C'était vrai. Le type m'avait juste hypnotisé. Tout ceci était si réel. Mon Dieu, c'était horrible. J'ai éteint la télé, rassuré, et je me suis levé pour prendre la boire. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Un son s'est joué derrière moi. C'était cette foutue berceuse. Vous savez ce qu'il y a de pire au monde? C'est de ne pas avoir cru votre enfant alors que celui-ci vous disait quelque chose, et que cette chose a mené à sa mort. Comme les enfants qui disent qu'un monstre se cache dans un placard, nous autres, parents, on fait semblant de regarder partout pour rassurer notre enfant, et voilà. Mais imaginez que cette fois-ci, votre enfant n'a pas simplement imaginé le monstre, que dans le placard, il y a bien quelque chose. C'est ce qui s'est passé pour moi. Nathan était fan de dessins animés de tout type, que ce soit l'âne Trou-Trou, Peppa Pig, Masha et Mishka, et j'en passe. Bon, il avait 4 ans, ça va, c'est de son âge. Je lui mettais souvent les dessins animés quand j'étais occupé dans la cuisine ou en train de travailler.
j'ai la chance de pouvoir travailler de chez moi et ainsi m'occuper du petit pendant que ma femme travaille à son bureau. Étant donné qu'à la télévision classique, je vais dire, il n'y a pas ses dessins animés préférés quand on le souhaite, j'ai décidé de lui créer un compte YouTube Kids. Ainsi je pouvais lui mettre ses dessins animés quand je le souhaitais, et sans risque de tomber sur des chaînes d'horreur, comme les histoires de Skull par exemple. Je sais que beaucoup d'entre vous vont me dire « Mais faut pas laisser son enfant devant la télé, ce n'est pas bon pour son éveil, etc. » Je le sais, mais ce n'est pas parce que je le laissais un peu devant les dessins animés que je suis un mauvais père. J'en suis un, mais pas pour cette raison. Un jour, alors que je travaillais sur un texte assez conséquent, j'ai entendu mon fils rire tout seul. Il était devant la télé, et je pensais qu'il riait pour un dessin animé. Mais quand je me suis tourné pour regarder, il n'y avait rien à l'écran. L'écran était noir, comme si la télé était éteinte, alors que non, puisque je voyais le voyant qui était vert. Pourtant mon fils riait aux éclats, et applaudissait à cet écran noir. J'ai trouvé ça surprenant. Je me disais que l'écran, qui s'était éteint probablement suite à un bug de la box, l'avait fait rire. Mais je ne comprenais pas pourquoi autant de rire et d'applaudissements. Ensuite, je me suis dit que parfois les enfants agissent bizarrement. J'ai donc éteint la télé pour la rallumer ensuite. Nathan a soudain poussé un cri de colère parce que j'avais éteint. Il me disait que j'avais éteint le dessin animé marrant. J'ai d'abord été surpris et je lui ai dit qu'il n'y avait rien à la télé, que l'écran était noir. Et je n'ai même pas eu le temps de finir ma phrase qu'il est parti dans sa chambre avec colère. C'était la première fois que je voyais Nathan faire une colère aussi forte. Je peux vous dire qu'il est parti marchant d'un pas très agressif et il a même claqué la porte de sa chambre. C'était très inhabituel pour lui. J'ai été très surpris et ne sachant pas quoi faire, je l'ai laissé dans sa chambre et j'ai éteint la télé. Au moment d'éteindre la télé, j'ai cru entendre un sifflement très léger venant des haut-parleurs. Quelqu'un qui semblait siffler, mais c'était très léger et je n'arrivais pas vraiment à distinguer les notes. Je me suis approché des haut-parleurs en y collant mon oreille droite, car c'était impossible que le son venait de la télé, puisqu'elle était éteinte. Alors que je n'entendais plus rien depuis quelques secondes, j'ai failli faire un arrêt cardiaque lorsque le son s'est mis en marche sur une saleté de pub. Je crois même que j'ai poussé un cri. Mon oreille quant à elle sifflait, tellement le son était fort. Je me suis mis devant l'écran pour pouvoir éteindre, quand je me suis aperçu que la pub était très étrange. La musique, c'était le sifflement que j'avais entendu tout à l'heure, une mélodie entraînante qui restait bien en tête. Ça faisait à peu près... Et sur l'écran, il y avait un fond tout noir, avec un personnage très étrange qui me regardait en souriant. Il était en noir et blanc, et sa tête était très grosse, comme une sorte de ballon de baudruche. Il avait sur celle-ci un tout petit chapeau qui faisait un peu ridicule comparé à la taille de sa tête. Ses yeux étaient très grands aussi, et il tourbillonnait comme les personnages de dessins animés quand ils se cognent. Et il avait un grand sourire, un sourire très malsain. Son corps était mince, ce qui était mal proportionné avec la taille de sa tête, et dans ses mains, il tenait le seul objet qui était en couleur, une hachette. Elle était rouge sombre au bout, mais pas un rouge de dessin animé, un rouge bien de chez nous, un rouge comme du sang. L'image ne bougeait pas, et le voir me fixer comme ça me mettait mal à l'aise. J'ai ensuite remarqué l'option passer la publicité, en bas à droite de l'écran. J'ai appuyé sur le bouton de la télécommande, mais rien n'y faisait, ça ne fonctionnait pas. D'ailleurs, j'étais surpris qu'il y ait des publicités sur YouTube Kids. Je pensais qu'il n'y en avait pas justement. Au bout d'un moment, j'ai cru que c'était la télé qui buguait, alors j'ai débranché l'écran, qui s'est éteint pour de bon. Cette musique sifflotante m'est restée dans la tête le restant de la journée. J'ai essayé ensuite d'aller raisonner Nathan, mais quand il m'a vu, il a poussé un cri et m'a jeté des jouets. Cette fois, je l'ai mal pris, et j'ai élevé la voix afin de le calmer. Puis je l'ai pris par la main pour l'emmener dans le salon. Il pleurait à très grosses larmes et disait qu'il me détestait. Quand je suis arrivé dans le salon, j'ai été super surpris de voir l'écran allumé, et encore ce personnage qui mimait de se brosser les dents avec une brosse à dents imaginaire. Quand Nathan a vu l'écran, il est passé des larmes au rire. Il m'a poussé et a couru devant l'écran. Je ne savais pas quoi penser. J'avais peut-être mal débranché à la télé, mais ça me semblait étrange quand même. J'ai été vérifié, et le câble était bel et bien branché. J'étais pourtant certain de l'avoir débranché. C'était très étrange. Je me suis assis dans le canapé derrière Nathan, et je voyais ce personnage mimer d'autres choses. J'ai changé de chaîne, et il était encore là, dans les autres dessins animés. Dans Trotro, il était là. Les héros de la série semblaient avoir peur de lui, et se cachaient derrière divers objets de la maison.
La musique de la série a changé pour laisser place à cette musique entêtante. Mais celle-ci était comme saccadée et glitchée. Elle était mélangée à la musique de l'intro et l'ensemble était affreux. Le personnage bizarre, le Whistle Guy d'après le titre en haut de l'écran, marchait d'un pas saccadé. Et lui, il était en noir et blanc, ce qui faisait tache dans le fond ultra coloré de cette série. Le Whistle Guy avait brandi sa hachette et avait attrapé Trotro par les oreilles et l'a soulevé. Puis, il s'est mis à siffler et il a planté la hache dans le cou de l'âne. Du sang a coulé, remplissant l'écran. J'ai éteint la télé, c'était beaucoup trop violent pour un enfant. Je ne comprenais pas comment ce truc avait fait pour atterrir sur YouTube Kids. La télé s'est bien éteinte cette fois-ci. Et chose qui m'a surpris, Nathan est parti jouer avec ses petites voitures sans dire un mot, comme s'il n'avait jamais fait de crise auparavant. C'était très étrange. Le soir venu, ma femme est rentrée du travail. Je lui ai expliqué la crise que Nathan avait faite. Elle aussi n'arrivait pas à l'expliquer. Elle m'a dit de le mettre moins devant la télé. Alors que nous étions en train de dormir, Nathan a poussé un hurlement. J'ai de suite couru voir ce qu'il avait. Il était assis au bout du lit, le visage plein de larmes. Il m'a fait montrer du doigt sa penderie. Il m'a dit que le méchant était dedans. Pour le rassurer, j'ai ouvert la porte et j'ai regardé. Et bien sûr, il n'y avait rien. Je lui ai fait un baiser sur le front et je l'ai recouvert en lui disant qu'il n'y avait rien et que je ne laisserais jamais personne lui faire du mal. Ça a semblé le réconforter et je suis resté avec lui jusqu'à ce qu'il s'endorme. Le lendemain, c'était une journée ordinaire. Ma femme était au travail, mon fils jouait avec ses jouets et moi j'étais en train de travailler. Alors que j'étais en train d'écrire, j'ai entendu la télé s'allumer et le sifflement étrange du Whistle Guy retentir. Je me suis tourné vers la télé et c'était bien ça. J'ai jeté un coup d'œil à Nathan pour voir s'il avait entendu et non, il était toujours retourné et assis par terre face à ses jouets. C'était bizarre car le son était assez fort. Alors que j'allais éteindre la télé, j'ai remarqué que le Whistle Guy semblait me regarder et ses yeux étaient en tourbillon. J'étais comme hypnotisé par eux et j'ai alors remarqué le décor dans lequel il était, dans un de mes films d'horreur préférés, The Ring. Il a ensuite posé ses mains sur l'écran et s'est claqué violemment la tête contre l'écran. Du sang coulait sur son visage. Le truc, encore plus étrange, c'était que la télé tremblait à chaque coup qu'il donnait contre l'écran. Il a donné un coup tellement fort que la télé est tombée et l'écran s'est cassé. Alors que je restais abasourdi me posant plein de questions, j'ai entendu Nathan se mettre à siffler la musique du Whistle Guy. D'ailleurs, étrangement, il était toujours retourné et assis face à ses jouets. Mais j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas remarqué avant. Une flaque d'un liquide rouge ressemblant à du sang était en train de s'élargir sous lui. Je me suis approché de lui doucement et j'ai vu avec horreur que c'était notre chat qui était allongé par terre, le ventre ouvert et une hachette plantée dans sa tête. J'ai touché l'épaule de Nathan, mais celui-ci n'a eu aucune réaction. Il continuait de siffler et soudainement, tout est devenu noir autour de nous. Seul Nathan était éclairé. J'ai alors compris. J'étais dans un rêve. Un très mauvais rêve, sans doute à cause de ce dessin animé étrange. J'ai essayé de me pincer mais pas moyen de me réveiller. J'ai reculé de quelques pas, et Nathan a tourné sa tête complètement. Son visage était face à moi, alors que son corps était dans l'autre sens. Mais ce n'était pas le visage de Nathan que je voyais, ou plutôt si, mais il se transformait. Sa tête commença à gonfler, et ses yeux également. Petit à petit, son visage s'échangeait en celui du Whistle Guy. Il a fait des petits couinements comme s'il pleurait. Sa bouche semblait triste, alors que ses yeux semblaient emplis de haine. Il a ouvert la bouche, et c'est la voix de Nathan qui est sortie, et qui disait « Papa, j'ai mal ». Mon cœur s'est serré quand j'ai entendu ces mots. Puis cette chose s'est complètement retournée en un seul mouvement, avec un petit bruit d'os qui craque. Il était toujours assis, et me tendait les bras comme s'il voulait un câlin. Mais je ne pouvais pas, j'étais sûr que ce n'était pas Nathan. Il n'avait plus rien des petits garçons qui étaient Nathan d'ailleurs. Maintenant, c'était le Whistle Guy complètement. Alors qu'il voyait que je ne venais pas, il se levait d'un bond, et tout ce qui était autour de moi s'est transformé en maison de dessin animé, en noir et blanc. La seule chose en couleur était une porte au bout de la pièce. J'étais sûr que c'était la sortie de ce rêve. Alors que je me précipitais vers la porte, une musique a retenti dans l'air. Le thème du Whistle Guy. J'ai regardé le personnage qui me poursuivait avec sa hachette brandie en l'air. Il avait ses yeux qui tourbillonnaient et son sourire malsain était très grand. La musique devenait de plus en plus étrange à mesure qu'il courait d'un pas rapide et saccadé vers moi. Je me suis précipité et j'ai ouvert la porte. Je n'ai pas regardé ce qu'il y avait dans la pièce,
Je me suis dépêché de fermer la porte derrière moi. J'étais maintenant dans une pièce très noire, derrière une porte avec des petits trous, et je voyais le lit de Nathan. Sur celui-ci, je pouvais voir Nathan qui dormait. Mais j'ai aussi vu ce personnage horrible venir vers lui et lui abattre la hache dans la tête. J'ai hurlé et j'ai ouvert la porte. Je me suis précipité sur le personnage. Je lui ai saisi la hache et je lui ai planté à plusieurs reprises dans le cou. Celui-ci avait le visage ensanglanté. Il m'a regardé et a mis son index devant la bouche et m'a fait « Chut ». Puis j'ai entendu ma femme hurler. Tout autour de moi était redevenu clair. Et surtout, j'ai vu avec horreur que ce n'était pas dans le Whistle Guy que j'avais planté ma hachette, mais dans la tête de mon fils. La porte de son placard était grande ouverte. J'avais dû sortir de là. Je me suis effondré sur le lit. J'ai essayé de secouer Nathan pour qu'il se réveille, mais je l'avais tué. Ma femme a hurlé et s'est jetée sur moi. Elle a essayé de me planter avec la hache avant de s'effondrer en pleurs sur le corps de Nathan. Elle hurlait son prénom. J'étais assis par terre en train de regarder l'horreur que j'avais commis. J'ai ensuite été appeler la police pour leur dire ce que j'avais fait. Bien entendu, personne ne m'a cru et je suis dans un hôpital psychiatrique. Je m'en veux horriblement de ce que j'ai fait. Même si je sais que ce n'était pas vraiment de ma faute, je me dis que j'aurais pu faire autrement. Je vais sans doute mettre fin à ma vie dans quelques jours. C'est pourquoi je tiens à laisser une trace de mon histoire. Le Whistle Guy est très dangereux. Si vous entendez son sifflement, il est déjà trop tard. Vous connaissez cette sensation qui survient après avoir trop mangé. Cette inconfortable pression dans votre gorge, comme si elle n'était plus qu'un tuyau prêt à éclater. J'aurais aimé pouvoir la ressentir, être gavé, rempli. Je n'ai jamais prononcé les mots « je ne peux pas manger une bouchée de plus », parce que j'ai toujours pu. Morceau après morceau, 12 assiettes de pâtes et de saucisses dans un restaurant italien. Je suis présent de l'ouverture à la fermeture des buffets durant mes jours de repos. Et je finis toujours la nuit avec 3 gros gâteaux spongieux de crème glacée. Peu importe combien je mangeais, je remplissais ma bouche jusqu'à ce que mon estomac soit douloureux. Mais il en voulait toujours plus. À présent, je sais ce que vous pensez. Comment puis-je rentrer dans une voiture? Ou même, comment puis-je taper sur mon clavier avec des jambons en guise de main? Je suis maigre comme un fil de fer. Un 54 kilos d'allure maladive. Une forte brise me tuerait, me plierait tel un roseau. C'est comme si mon ventre était une fournaise brûlant tout ce qu'il ingurgite avant d'en tirer une quelconque utilité. Quand j'étais plus jeune, et encore sur l'assurance de mes parents, j'ai été testé pour tout ce qu'il était possible d'imaginer. 3 différents types de ténia, des parasites au nom imprononçable, et à chaque fois, je suis ressorti des tests blancs comme neige. Ils m'ont fait évaluer une 12aine de fois, admettre dans des cliniques, toutes dotées de leurs propres spécialistes en troubles alimentaires, chacun pensant connaître la cause de mon mal. Aucun n'y est parvenu. Et finalement, ma mère et mon père ont abandonné. Cela m'a poussé à me trouver un emploi à temps partiel, histoire d'aider au budget dédié aux courses. Ce job à temps partiel a évolué en un travail à plein temps, et cela dure depuis maintenant 20 ans. Je bosse dans une usine produisant des emballages à emporter pour des restaurants. Vous savez, les basiques en polystyrène blanc, ou ceux en plastique munis de couvercles bon marché. Je sais que cela peut sembler étrange, mais parfois, pendant que je les pressais à travers l'étaulimeur, je me sentais comme eux. Ces contenants vides, attendant d'être remplis, seulement pour être vidés à nouveau. Je m'identifie d'autant plus avec eux quand je rentre à la maison, à la sortie du travail. Il y en a tant qui m'attendent. Amonceler les boîtes de plats à emporter chinois, de pizza, de frites et de hamburgers, jusqu'à ce qu'ils s'empilent du sol au plafond. Les voir déborder de la table et en tas par terre. Je dois traverser une mer d'emballage simplement pour atteindre le sofa. Je vis dans une véritable décharge. Rejeté. Mes parents ne m'ont pas parlé depuis plusieurs années. Je ne pourrais même pas vous dire pourquoi honnêtement. Ma routine matinale n'a jamais changé. Me lever et faire frire une 12aine d'œufs, m'arrêter dans une boulangerie pour récupérer ma commande habituelle. Je leur fais penser que les 6 menus repas sont pour mes collègues et moi, mais ils ne tiennent même pas jusqu'au parking. Au déjeuner, je dévore 2 sandwichs. C'est le pire moment de la journée.
Je n'ai pas une assez longue pause pour aller m'acheter quelque chose et revenir, bien que parfois, je supporte les conneries du chef de plateau et prends mon temps pour manger. Je rentre finalement chez moi pour un dîner qui dure toute la soirée. Parfois, il m'arrive même que je débute à 18h et ne termine pas avant minuit. La majorité de mon salaire part dans mon estomac. C'était mon quotidien, jusqu'à ce que je rencontre Audrey. Elle était la nouvelle secrétaire en charge de l'exécution des commandes. Blonde, avec des reflets au burn. L'œuvre d'une teinture, mais d'une de qualité. Elle avait la quarantaine, mais avait un physique qui rendait la plupart des femmes jalouses. Aussi, elle sentait continuellement le désinfectant à la fraise pour les mains. On a directement accroché. 2 jours après son arrivée, on s'envoyait déjà des SMS après le boulot. Blagues et même avec des chats pour commencer. Mais très vite, nous avons suivi par des déjeuners ensemble. Enfin, nous avons eu quelques dîners. Je la quittais toujours souriant, mais affamé. Les yeux larmoyants à cause de la sensation de faim qui me tordait les tripes. Audrey était comme un rayon de soleil. Je n'ai jamais autant souri que lorsqu'elle me téléphonait, à l'improviste, pour discuter de sa journée. Nous n'avions pas souvent des jours de repos en même temps, alors elle venait me voir durant sa pause. Je m'asseyais, et je l'écoutais se plaindre du service des commandes qui avait encore foiré un dossier. Elle ronchonnait au sujet de tous ces cafards qui se défilaient de leur attribution. C'est durant l'un de nos rares jours de repos en commun qu'elle m'a appelé en sanglots. Elle m'a expliqué que sa mère avait eu un accident vasculaire cérébral et qu'elle devait partir immédiatement. C'était un trajet de 6 heures. Je lui ai dit que je serais présent et l'y conduirais en voiture. Elle s'est tue. Vous avez déjà regardé un enregistrement de bombes qui explosent, comme celle des films sur les sites dédiés aux essais nucléaires? Vous vous rappelez ce calme ambiant régnant avant l'explosion? Voilà à quoi ressemblait son silence. J'ai patienté. Elle a repris son souffle. Puis, il y a eu le boum. Elle avait besoin de moi pour surveiller son bébé. J'étais stupéfait. Nous sortions officiellement ensemble depuis plus de 3 semaines, désormais. Et c'était la première fois qu'elle mentionnait avoir un enfant. Elle s'est excusée et a divagué. La séparation avec son ex s'était mal déroulée. Elle souhaitait me l'avouer, mais n'avait pas trouvé le moment opportun. Je lui ai demandé comment elle avait réussi à venir à nos rendez-vous. Parfois, ils étaient impromptus, comme lorsqu'on se rendait à la pizzeria qu'elle adorait. Il s'avérait que sa babysitter habitait l'appartement voisin, mais cette semaine, elle était partie en voyage scolaire. Pourquoi ne pas emmener le bébé avec elle? Ses parents n'étaient pas au courant. Tout d'abord, ils ne voulaient pas qu'elle se marie. Je sentais qu'il y avait davantage à discuter, mais je supportais pas d'entendre cette souffrance dans sa voix. Je lui ai donc dit la vérité. Ça ne me dérangeait pas. Je me fichais qu'elle ait un enfant. Je serais chez elle dès que possible. Elle m'a dit qu'elle m'aimait, et à ce moment précis, peu m'importait qu'elle puisse avoir une dizaine d'enfants. Son petit appartement se situait au dernier étage d'un immeuble sans ascenseur. J'étais un peu essoufflé, et en passant la porte, mon estomac a émis un petit gargouillement. À l'intérieur, Audrey était comparable à un ouragan d'émotions s'agitant dans tous les sens. Je serai de retour aussitôt que je saurai qu'elle va bien. Elle m'a montré le salon et sa chambre à coucher. Il fait la sieste, c'est un ange vraiment. Je lui ai demandé son âge. Il aura 1 an le mois prochain. Elle a planté son regard dans le mien. Ça va? Je suis désolé de ne pas t'avoir prévenu, mais... Elle a laissé sa phrase en suspens. Ça va aller, je t'aime. Rejoins ta maman, je vais veiller sur... Quel est son prénom? J'ai réalisé que je n'avais pas encore demandé. Tommy. Il vient juste de s'endormir. Il se réveillera dans 1 heure ou 2. Les biberons sont dans le frigidaire. Elle m'a enlacé avant de me donner un baiser précipité et de se diriger vers la sortie. J'ai oublié de faire les courses, mais prépare-toi ce que tu veux. Elle a disparu derrière la porte. La serrure a émis un cliquetis, et aussitôt, je me suis rué vers les placards. Ce tremblement dans mon estomac était maintenant comparable à un séisme. J'ai ouvert une boîte de nouilles préchauffée, et j'ai avalé des bouchées entières. Il n'y avait clairement pas grand-chose. Quelques ramen et un bocal de sauce, en plus de la boîte de nouilles. En fouillant dans son frigo, j'ai déniché une motte de beurre et 3 micro-carottes flétries à côté d'une salade de printemps douteuse. C'était déjà autre chose que les 6 bouteilles de lait sur l'étagère du haut. J'étais parti pour 6 longues heures. Je tiens à signaler que j'ai tenu le coup pendant un moment avant de boire la sauce froide pour chasser la texture visqueuse des légumes. Ça faisait à peine 1 heure. J'ai fait bouillir les pâtes dans une soupe avec le beurre et je les ai mangées la 2e heure. C'est là que Tommy s'est réveillé. C'était un beau petit gars, possédant les yeux bleus de sa mère.
et il était probablement assez confus quand je l'ai sorti de son berceau. Nous avions quelque chose en commun cependant. Lui aussi avait faim. J'ai chantonné en le berçant un peu de haut en bas, tout en préparant un biberon de lait. Il s'est assis face à la télévision et a sifflé la moitié en un temps record. J'espérais trouver une émission amusante et colorée pour lui pendant le repas, et je me suis arrêté sur un dessin animé. Tommy semblait approuver et il n'a pas pleuré par rapport à ce qu'auraient fait d'autres bébés. Un vrai petit ange, comme l'avait stipulé Audrey. Nous nous sommes posés là, lui à mes côtés, sur le petit coussin que je lui avais installé. Il a souri quand j'ai chatouillé ses pieds. Ce n'était pas si mal. Peu après, j'ai éteint cette stupide émission et fini par m'endormir. Je me suis réveillé en constatant deux choses. Tommy pleurait à chaudes larmes et tout mon corps me faisait souffrir. Le feu dans mon estomac s'était propagé dans tous mes membres. Mes dents me faisaient mal et je me sentais plus mince. J'insiste, amaigri. Mes mains paraissaient squelettiques et je savais qu'en relevant ma chemise, je pourrais compter mes côtes. L'appartement était envahi d'ombre à cause du soleil couchant. J'étais inconscient depuis des heures. J'ai essayé de bercer le petit bonhomme pour le calmer. Mais j'ai ressenti une vague de vertige. Comme si j'étais coincé dans un grand 8. J'ai vérifié mon téléphone. Audrey m'avait envoyé un SMS disant qu'elle arrivait et que sa mère avait été admise en soins intensifs. Je lui ai fait parvenir tout mon amour et je l'ai informé que Tommy et moi allons bien. Mes doigts tremblaient alors que je l'ai pressé contre l'écran. Je me suis efforcé de quitter le canapé. J'ai ouvert le frigo et j'ai vidé une des bouteilles. Puis encore une autre et une autre. C'était insuffisant, même loin de pouvoir me combler. J'ai senti mes organes remuer, en plus d'une souffrance similaire à celle d'un couteau brûlant, plongeant dans ma poitrine. Des étoiles ont explosé derrière mes yeux, tandis qu'une pensée traversait mon esprit. C'était ça, je mourais. En fait, je mourais de faim. Je ne sais pas d'où m'est venue cette énergie, mais je suis retourné dans la cuisine afin de dénicher le pot de lait maternisé. J'ai arraché le couvercle pour enfuir mon visage dans le nuage de lait en poudre. J'ai bavé en m'étouffant, toussant tant de fois que je réussissais à en faire descendre dans ma gorge. Tommy pleurait toujours. J'ai rampé vers le canapé pour tenter de le calmer. Mes peines perdues. Plus je m'approchais, plus son odeur me faisait saliver. Une peau rose et douce, nourrie au lait sucré. Des grosses gouttes de salive coulaient le long de mes lèvres, se mêlant avec la poudre pour former une pâte collante. J'ai enroulé mes mains osseuses autour de son corps minuscule pour le porter, le calmer, juste le calmer. Audrey est rentrée vers midi le lendemain. Elle avait l'air hagard, mais a ouvert la porte en souriant, un carton de pizza entre les mains. Sa mère était sortie d'affaires. Elle avait même réussi à avoir une conversation avant son départ. Elle m'a demandé comment allait Tommy, et pourquoi des taches blanches badigeonnaient ma chemise. J'ai ri, en lui expliquant que le petit avait eu faim, que je lui ai préparé sa mixture, et qu'il s'était endormi comme après le déjeuner. En parlant de déjeuner, elle m'a tendu la pizza en relevant le couvercle, une royale, ma favorite. Affamé ? J'ai senti mes lèvres se soulever en un sourire. Non, lui ai-je répondu. Je suis enfin repu. Le domaine de l'étude des rêves est controversé. Entre psychanalyse douteuse et ésotérisme abracadabrante, on peut faire dire beaucoup de choses aux visions oniriques. Néanmoins, beaucoup d'entre vous ont déjà pu vivre une paralysie du sommeil, phénomène effrayant s'il en est. D'autres encore auront fait l'expérience du rêve lucide, où la prise de conscience que l'on est en train de dormir permet d'agir sur le cours du songe. Mais il existe bien d'autres facettes mystérieuses au sommeil. Je compte vous parler pour ma part du château des songes. Quelque part entre le rêve lucide, le cauchemar troublant et le rêve prémonitoire, j'ai baptisé ainsi une série de visions ayant jalonné mon enfance, mon adolescence et mon entrée dans la vie adulte. Si j'estime ce phénomène particulièrement troublant, c'est parce que j'ai découvert il y a peu que dans l'art se trouvent des représentations de ce que j'ai pu voir et découvrir en rêve. Elles sont si exactes et si parfaitement reproduites que je doute être le seul à avoir pu visiter le château des songes et ses pays alentours. Lovecraft parlant de la mystérieuse cité de Cadass, Dali évoquant la venue surréaliste des images rêves sur sa rétine, ou encore Beksinski et ses morbides paysages. Tous ont dû voir un jour leur sommeil se peupler d'images semblables à celles qui m'agitent,
Le souvenir le plus lointain que j'ai de cet univers fantasmagorique remonte à mes 8 ans. Ce premier rêve fut l'exemple type de tout ce qui allait suivre. Tout débute de façon classique. Je me visualise aux commandes d'un hélicoptère avec une amie de ma classe. Cela avant que sa ceinture ne se décroche et que la situation s'envenime. À partir de ce moment, le rêve bascule subitement. Avec ma prise de conscience d'être en train de dormir, je réalise également que quelque chose qui n'appartient pas à mon rêve s'y trouve. C'est devant l'hélicoptère qu'apparaît ma première vision du château des songes. À la façon d'une tête sculptée dans la pierre la plus sale, l'immense construction, flottant dans les airs, semble me regarder par les 2 grands trous de ruines qui ornent sa façade. Les piliers de granit, nombreux et anciens, tracent comme une grille osseuse, rappelant l'architecture sinistre d'un crâne pourrissant. Une étrange fumée s'en dégage, comme si le temps agissait sur la bâtisse, la dissipant en lambeaux aériens. Elle est loin, mais pourtant, il s'en dégage une profonde sensation de malaise. Elle n'a rien à faire là. Comme si cette construction avait franchi une frontière, brisé la coquille de mon rêve pour s'y faufiler, venant d'un néant extérieur à mon imagination. Avec du recul, c'est cette forme d'explication qui me satisfait. Ce palais n'est rien d'autre qu'un bout de ténèbres et de mort, issu d'un néant total ayant pénétré mon rêve, et s'étant plié à une forme tangible pour pouvoir y exister. C'est là que cessa mon premier rêve de ce château. Je pus en faire d'autres, souvent. Les rêves étaient tous classiques au début, lambda. Mais soudain, la scène se déchirait à un coin, et le château paraissait. Chaque fois légèrement différent de sa couleur, sa taille, sa forme ou sa matière. Néanmoins, jamais vraiment capable d'imiter ce que mon esprit pouvait créer de familier. Il restait intrus, tâche onirique effrayante et désagréable. En tant qu'enfant de 8 ans, j'ignorais évidemment le phénomène. En grandissant, cette manifestation épisodique me parut de plus en plus étrange. Pourtant, le fait qu'un rêve comporte un motif récurrent est une chose reconnue comme commune. Mais c'était cet aspect extérieur qui n'avait de cesse de m'effrayer, celui de quelque chose venu d'ailleurs. De mes 10 à 12 ans, j'eus des troubles du sommeil, incapable de m'endormir avant qu'il ne soit tard. Les histoires que je lisais se troublaient dans ma tête. Une nuit, pourtant, je n'eus aucun mal à tomber dans les bras de Morphée. Il y avait comme une voix. En fait, c'était plutôt un appel, la matérialisation sonore d'un désir. Désir qui n'était pas le mien, mais celui que quelque chose voulait me voir réaliser. Trouver le château. Cette nuit-là, ce rêve m'a marqué, car alors que la voix s'exprimait, j'ai compris que je n'étais pas dans mon inconscient. J'étais au pays du château des songes. Autour de moi, rien ne ressemblait à ce que je pouvais imaginer. La terre était faite d'une sorte de sable rouge très dur. Un chemin sinueux, entre 2 falaises abruptes, avançait sinueusement, comme le lit à sec d'une rivière ancienne et asséchée. Au loin, un plateau montagneux, coiffé d'un pic. Et ce même paysage de falaises, de pics, de plateaux et de sable rouge et ocre, à perte de vue. J'arpentais la route longtemps, sans savoir où j'allais. Mais la voix n'avait de cesse de répéter que là-bas, je trouverais le repos, car je trouverais le château des songes. Au loin, une porte s'est profilée, à même la roche. Je sais ne pas être le seul à l'avoir vue, et à avoir rapporté cette vision dans notre monde. D'autres l'ont peinte ou décrite, si j'avais su. Depuis, mes rêves ne m'appartiennent plus. À partir de cette nuit, je développais une attente. J'attendais la suivante qui me mènerait dans ces contrées, à la fois effrayé de me retrouver dans ces terres mortes et curieux d'y ressentir des sensations nouvelles et troublantes. C'est au cours de ces années que j'ai commencé à prendre en note mes songes, de façon à être entraîné pour rédiger mes aventures dans ce pays macabre. Mais après ce rêve, il fallut un long moment avant que le château et sa région ne se manifestent à nouveau. L'année de mes 14 ans, mes parents divorcèrent, et la nuit même de cette annonce, j'eus le rêve des piliers. Dans ce même désert, mais par-delà la porte sûrement, j'apparus sur un haut pilier de basalte, large, d'un diamètre d'une dizaine de mètres. Autour de moi, rien d'autre que de la poussière. Le ciel était jaune sombre, figé dans un crépuscule morne et angoissant. Au centre du pilier,
un feu de camp. Et tout autour de moi, à perte de vue, d'autres piliers similaires, aussi loin que mon regard pouvait porter. Il se passa ensuite 4 ans sans que les rêves ne se manifestent à nouveau. Il arrivait bien que j'entrevisse encore la lampe des piliers, mais rien n'avançait. À 16 ans, la perte de ma grand-mère fut un choc puissant et déstabilisant dans mon univers d'adolescent insouciant. Les rêves devinrent alors plus nombreux. Et toujours, cette voix qui m'intimait le désir de me rendre jusqu'au château des songes. J'avais compris quelque chose d'important. Les changements dans ma vie permettaient à ma conscience d'avancer. La mort de mon aïeul me fit arriver dans une nouvelle région. Désert, encore plus aride que les précédents. Son ciel y était d'un jaune constant et nuageux, d'une forme de poussière irritante. Je n'y croisais que des ruines de cathédrales et d'églises, mortes, desséchées, comme les dépouilles inertes de la foi de leurs défunts fidèles. Ainsi, je traversais le désert des croyances. Celle-ci était gardée par un homme et son chien, les premières apparitions animées que me laissait entrevoir ce paysage des songes. Mais le vieil homme chauve et effrayant dans son suaire refusa de me laisser le passage. Derrière lui se trouvait la plaine des eaux et des morts, les passages croix, les demeures des affamés, la ville des tombes. Enfin, le château des songes. Et je ne savais pas comment le convaincre. Chaque nuit, l'appel se faisait plus fort. Le château m'appelait, et les rêves se répétaient. Mais le vieillard ne me laissait jamais entrer. Je comprenais sans l'admettre. Si ma vie influait sur mon voyage onirique, alors je devais agir dans le réel pour que le passage s'ouvre. Et puis, je perdis mon chien d'une mort idiote. Ma peine suffit à ce que le gardien me laisse poursuivre ma route. Commença alors l'escalade vers la folie. Il me fallut 5 ans pour concevoir une fille. Moins de 5 minutes pour les perdre toutes les deux à l'accouchement. Horrible, n'est-ce pas? Ouais. Ma vie était devenue une chose terrible. Tout me paraissait insipide, sans saveur. Seul comptait l'endormissement. La promesse de cette ère où je me sentais au-dessus de tout, car vivant, capable d'émotion et de vie. Le traumatisme de la perte de mon épouse et de ma fille fut suffisant pour me faire aller très loin. Ma part consciente et éveillée fut ravagée, triste à en mourir, effondrée. Mais ma part onirique, qui découvrait ce monde de merveilles mortes, se révélant, à ses yeux endormis, elle exultait. J'étais depuis des mois piégé dans la ville des tombes. Je me refusais à commettre ce qui devait être fait pour avancer. Ni meurtre, ni mutilation. Les secs surent me faire changer d'avis. Leur litanie criarde me mit au pas. Leur faim de lucidité et de conscience, insatiable, me fit comprendre. Ils me traqueraient et me dévoreraient chaque fois que je tomberais dans le sommeil, si je ne parvenais pas à produire le sacrement nécessaire à mon évolution vers le château des songes. Dernier habitant de ce monde, les secs sont maigres, livides, nus. Craquant comme du parchemin, le morne ciel les avait tannés à force d'une éternité d'errance. Incapables de pensée construite, ils traquent et dépaissent les voyageurs pour se repaître de leur capacité cognitive, de leur acuité cérébrale, jusqu'à laisser une coquille vide et craquelée qui bientôt aura fin à son tour, séchée par le soleil sans chaleur de ce lieu maudit. Sous leur pression, je pris des mesures. Elle n'avait que 15 ans. J'ai simulé une chute de cheval, brisé sa nuque. Personne ne me soupçonna. Ma part consciente s'en fit un sujet de perdition et de désespoir, pensant devenir folle de par sa ressemblance avec les psychopathes des faits divers. Mais peu importait. Ma part sensible, celle qui pouvait voyager là-bas, avait ce qu'elle désirait et même bien plus. Du tourment, de la douleur et de la mort, les secs se contentèrent de ma culpabilité. Et alors, s'ouvrit la dernière étape du voyage. La ville des tombes et ses passages croix. J'y vécus de nombreuses choses que je ne peux oublier. Les hommes croix et leurs complaintes des rêves brisés. Les tombes alignées et leurs souvenirs de marbre. Je vis le monolithe et ses veines malades. Le ciel pestilent, avec ses glaires et ses boursouflures. Et ces 1000 folies, ces 1000 visions, ne firent que me fasciner et me rendre plus extatique encore au réveil. Et il ne me tardait que de me rendormir, attendant le prochain voyage. Je rencontrai Curisoc, le père sec, et son vomi de cadavre. Je parlais avec le flûtiste et le joueur de viol, et je vis des choses qu'aucun être humain ne peut avoir vues de ses yeux éveillés. Des navires à la proue de pierre, flottant dans un océan de nuages acides,
Des forêts d'ossements et de monuments immenses et terrifiants, formés par des cadavres entremêlés. Là-bas, je contemplais 1000 horreurs qui me firent me conforter. Notre monde était plat et morne. Je l'abandonnais dès que je le pouvais, et pourtant, jamais le château des songes ne parut s'approcher. Jusqu'au soir de mes 40 ans. J'étais seul. Tous me craignaient désormais pour mon apparente folie et mon discours sur le château. Les secs, les songes et les déserts de mort et de folie à l'envers du sommeil. Mais je n'avais besoin de personne. J'étais unique. Plus de part consciente, ni de voyageur de l'inconscient. Il n'y avait plus qu'un être, un esprit en moi, prisonnier de la chair, qui réclamait son monde. Le monde des songes d'ailleurs. Des rêves issus de l'autre bord de l'univers. Et là, mes yeux fermés, je sus que j'avais enfin atteint le pinacle. Il y eut le sentier, rouge, sinueux. Il y eut le couloir, et les anciens voyageurs, sublimes et immortels dans leur poste solennel. Et enfin, il y a eu la fille sur sa monture. Quand j'eus passé ces épreuves, rendu ivre par la force de ma démence, alors le ciel parut s'ouvrir, et le château fut devant moi. Et je compris enfin. Il était fait non de piliers et de roches, mais bien d'os et d'âmes de voyageurs tels que moi, gigantesques, agglomérats de morts hurlants et vaporeux. Il était le pinacle frissonnant et orgasmique de la folie pure que cachent les rêves venus d'ailleurs. Tombant à genoux, je le priai de me prendre et de faire de moi, pour toujours, un des songes le composant. Ce furent les pompiers qui me trouvèrent dans ma baignoire. D'après eux, un quart d'heure de plus et je n'aurais plus eu assez de sang pour survivre. Je me serais éteint dans mon sommeil. Depuis, on me garde dans une cellule capitonnée, où je ne peux me faire de mal, ni en faire aux autres. Mes jambes en moins et mes bras entaillés sont secondés par la camisole. Mais cela m'importe peu, car j'ai franchi le chemin maintenant. Le château m'attend. Il est là, pour moi. Quand je mourrai, mon âme rejoindra celle des autres voyageurs des contrées des rêves d'ailleurs. Et je narguerai les secs, ceux qui se sont perdus, et me recueillerai devant les hautes statues de ceux qui ont arpenté. Voilà mon dernier conseil. Il existe en vous un voyageur qui n'attend qu'une occasion de partir à la conquête de ce qui dort hors de notre monde. Vos rêves en sont la porte, il ne vous manque que la clé. Mais je vous guiderai, je serai sa proue, et je vous parlerai, pour vous montrer le long chemin. Alors surveillez vos rêves, guettez le château des songes. Le texte qui va suivre est le témoignage d'une jeune femme qui s'appelle Julia. Elle a vécu quelque chose de vraiment terrible. Voici son histoire. Je m'appelle Julia, et je viens d'avoir 30 ans. Cela fait 4 ans maintenant que j'ai quitté ma belle France natale pour aller m'installer en Italie avec l'homme que j'aime. Au bout d'un an de recherche infructueuse, nous sommes tombés amoureux d'une vieille maison, en pierre, perdue au milieu des montagnes et entourée de forêts immenses. Un paysage magnifique et majestueux. J'ai toujours été solitaire. J'ai toujours aimé les grands espaces, sauvages, indomptés. C'était le paradis pour moi. Mais j'aime aussi tous les folklores qui peuvent exister dans chaque région. Et j'ai donc commencé à me renseigner sur les histoires qui se racontent dans ce petit village, à quelques kilomètres de chez moi. Car si je dépends de ce village, nous sommes isolés malgré tout. Et une histoire m'a interpellé. Les gens racontent que dans cette forêt, qui borde notre maison, vit une divinité. Et pas des moindres. Le dieu Pan, cette divinité à corps de bouc qui envoûte les visiteurs avec sa flûte. Voici le récit que j'ai pu lire et ceux qui m'ont été rapportés. Tout commence par le son mélodieux d'une flûte que l'on entend au loin dans la forêt. Si vous avez le courage ou la folie de suivre cette douce musique, il pourra se passer deux choses. Certains racontent que des chasseurs, des promeneurs ou des randonneurs ont été retrouvés mutilés, écorchés dans cette forêt après avoir suivi la musique ou ont simplement disparu. Et rien de plus. Mais il y a la seconde histoire. Les personnes qui ont la chance d'apercevoir le grand dieu Pan ne peuvent s'en sortir vivants que d'une seule façon. Lorsque vous l'apercevrez, il s'arrêtera quelques secondes de jouer. Puis, il recommencera, mais d'une toute autre façon. Ce sera une mélodie rapide, entraînante, presque diabolique, et vous ne pourrez vous empêcher de danser. Vous n'aurez plus le contrôle sur votre corps. Il se joindra à vous, tout en continuant de danser toujours plus vite, et vous ne pourrez rien y faire.
beaucoup meurent d'épuisement, et alors le dieu les dévore ou déchiquette leur corps, les laissant ainsi au milieu des bois. Mais si vous tenez bon jusqu'au lever du jour, alors le grand dieu Pan exaucera votre vœu le plus cher. N'importe lequel, même le plus impossible. La paix sur terre, l'immortalité, vous pouvez tout demander. Après quelques mois, j'avais presque oublié cette histoire. Je travaillais dans mon champ lorsque quelque chose m'interpella. Cela ressemblait à un sifflement, mais c'était si loin que je n'y prêtais pas plus attention. Quelques minutes plus tard, je relevai la tête en frissonnant légèrement. Le son était plus distinct, mais c'était complètement fou. On aurait dit une flûte. J'hésitai un instant, puis je m'approchai de l'orée du bois pour être sûr de ce que j'entendais. Maintenant, c'était très clair. Quelqu'un jouait un air de flûte. Un air enchanteur, mystique. C'était beau et terrifiant à la fois. L'histoire de Pan me revient à l'esprit, et je lâchai ma pioche pour me réfugier chez moi. Les jours suivants, je restais à distance de l'entrée des bois, mais je me questionnais de plus en plus. Est-ce que j'avais halluciné? Est-ce que quelqu'un essayait de me faire peur? Ou peut-être un fou tentait de m'attirer dans la forêt pour me faire du mal? Ou alors, est-ce que cette histoire de Dieu pouvait-elle être vraie? Non. Je suis bien trop terre à terre pour croire à ces histoires, combien même me plaisaient-elles. Une nuit, où je dormais la fenêtre ouverte, je fus réveillé par les grognements de ma chienne Emma, une belle montagne des Pyrénées de 65 kilos. Je précise, car ça aura son importance par la suite. Cette race est si massive qu'elle met en fuite loups et ours qui sont d'ailleurs présents dans cette forêt. Je me redressai donc sur mon lit. Je vis qu'Emma grognait en direction de la fenêtre et je l'entendis. La mélodie jouait à la flûte. Elle résonnait doucement dans les montagnes, baignée par la lune. Cela me fit frissonner. J'attrapai alors une grosse lampe halogène et commençai à balayer les bois avec ma lumière. J'allais laisser tomber lorsque je vis quelque chose bouger. Une ombre indescriptible semblait se déplacer rapidement entre les arbres. Emma se mit à aboyer et la musique s'arrêta. Je fermai la fenêtre et je retournai me coucher. Emma restant près de moi sans quitter la fenêtre des yeux. Après tout, ce n'était peut-être qu'une biche, un sanglier ou un loup. La musique n'était peut-être que le vent s'engouffrant dans un tronc ou quelque chose du genre. Le lendemain, je vis des hélicoptères et des sauveteurs investir la zone. Un couple avait disparu en randonnée et il restait introuvable. Je commençais vraiment à me poser des questions. Et si c'était réel? S'il y avait vraiment une entité dans cette forêt? Si l'histoire disait vrai? J'étais assez sportive et entraînée pour danser toute une nuit. Je pourrais changer ce monde. Moi, qui m'étais isolé pour fuir la haine, la méchanceté, la mesquinerie de mes semblables, je pourrais enfin changer tout ça. Ce serait magnifique. Je pourrais aussi rendre à ma mère son père mort si jeune, ou bien celui de mon conjoint. Peut-être même les deux. Ce serait si merveilleux. Je pris alors une décision. Mon conjoint serait absent ce week-end. Je serais donc seul pour mettre au point mon plan. Le samedi matin, je me préparais pour le jour peut-être le plus important de ma vie, et qui sait, de l'histoire de l'humanité. Mon conjoint a une arme à laquelle je ne peux pas toucher en temps normal, mais il n'est pas là, et j'ai donc le champ libre. Je place le holster à ma ceinture, et j'y place l'arme ainsi qu'un chargeur supplémentaire. Je prends un couteau de chasse et une petite gazeuse à poivre. On n'est jamais trop prudente. Et surtout, je n'ai aucune idée de ce que je vais trouver. Je m'installe donc armé comme un soldat, devant ce bois, et j'attends. Des heures sans qu'il ne se passe rien. Il était presque 19h, et j'étais sur le point de renoncer, quand soudain, je l'entends. Cette douce et effrayante mélodie, elle vient de devant moi, au loin, enfouie au milieu des bois. Je me lève en tremblant, je sais que c'est de la folie, mais si c'était ma seule chance de changer les choses, il fallait que je la saisisse. J'étais terrifié, ce n'était plus mon imagination. J'entendais bien cette flûte. Je rassemblais tout mon courage et je m'enfonçais dans les bois, arme à la main. Chaque fois que je pensais me rapprocher de cette musique, le son s'arrêtait et je tournais en rond sans rien trouver. Il faisait de plus en plus sombre et l'idée de faire demi-tour commençait à faire son chemin dans ma tête. Mais alors que j'y réfléchissais, j'entendis de nouveau la musique, claire, distincte, à quelques mètres sur ma gauche, et je vis une lueur percer les arbres noirs. Je retins mon souffle et m'approcha doucement pour observer le lieu. Un feu de bois était allumé et la musique se tut d'un coup. J'aperçus enfin quelque chose, mais ce n'était pas du tout ce que je souhaitais. À quelques mètres du feu,
se tenait une créature difforme, pliée en deux, dévorant un cadavre. Ses membres étaient longs et maigres, sa peau était putréfiée et dégoulinée de sang séché. Une odeur nauséabonde arrivait jusqu'à moi. Je ne pouvais plus bouger, de peur qu'elle me repère. Elle finit son terrible repas, certainement un de ces pauvres randonneurs perdus la veille, et lorsqu'elle se redressa sur ses pattes fines et osseuses, je vis la taille de ce monstre dépasser les 2 mètres. Mais surtout, je compris d'où venait la musique. C'était sa respiration. Un souffle au son diabolique. Grignotant les os de ses victimes avant de les jeter au feu, le son qui en sortait n'avait plus rien de mélodieux. J'étais perdu. Il était évident que cette chose n'exaucerait aucun de mes vœux. Je retins ma respiration pour me redresser et faire un pas en arrière. Mais c'était trop tard. Lorsque je levai les yeux, la créature avait disparu. Je me retournai alors et me mis à courir le plus vite possible. J'entendais les pas lourds et rapides de la chose qui me poursuivait, poussant des cris stridents et aigus qui ressemblaient à des rires maléfiques. Au bout de plusieurs minutes de course, je me retrouvai face à un mur de roche. Pris au piège, je pointai mon arme équipée d'une lampe torche en direction de la silhouette immonde qui accourait vers moi. Dès qu'elle fut à vue, je vidai mon chargeur sur elle. 15 balles qui l'atteignirent toutes. Je l'entendis pousser des petits cris de douleur à chaque impact, mais ça ne l'arrêta pas, et elle se jeta sur moi. Je tombai en arrière, attrapant mon couteau pour la poignarder. Je vis son énorme bouche béante, pleine de dents noires et acérées, ses yeux jaunes qui me fixaient avec envie, et malgré tous les coups que je lui portais, je n'arrivais pas à me dégager. Elle mordait mes bras, mes mains, griffait mes jambes et mon torse. Mes forces me quittaient. J'allais mourir ici, devenant une de ces énièmes personnes disparues. Et là, alors que je faiblissais, je vis surgir des bois un énorme loup blanc, et il se jeta sur la bête, me libérant de son emprise, ses crocs se plantant dans les épaules et les membres de la créature qui se débattait. Je me relevai, oubliant la douleur de mes blessures, et compris enfin ce qui se passait. Ce n'était pas un loup, c'était Emma, fidèle Emma, elle était venue me sauver. Un combat de crocs et de griffes s'engagea, et elle réussit un instant à prendre le dessus. Elle lui planta ses crocs dans la gorge avec une puissance qui fit lâcher la créature. Ni une, ni deux, je criai à ma chienne de me suivre et je me remis à courir vers la maison. J'apercevais les lumières dans mon jardin, Emma à mes côtés et la créature qui poussait des cris plus terribles encore, tout en nous poursuivant. Nous passâmes l'orée du bois et je finis ma course en refermant la porte de chez moi. Je vis la créature à l'entrée de la forêt qui me lança un dernier regard de haine avec un hurlement si terrible et maléfique qu'il hantera mes cauchemars à jamais avant de disparaître dans la nuit. Je soignai mes blessures et celles de ma fidèle Emma, sans qui je n'aurais pu vous raconter cette histoire. Je ne dormis pas cette nuit-là, ni les autres d'ailleurs, même si je sais que cette chose ne sort pas de la forêt. Je sais à présent qu'elle est là, qu'elle existe, qu'elle attend. Et une chose est sûre, ce n'est pas le Dupan. Ce texte est un résumé de l'affaire du loup et des têtes d'Exam, ou la malédiction des têtes d'Exam. À ce jour, il est toujours difficile pour certains de trancher entre véritable malédiction ou simple affaire de coïncidence. Au matin du 9 décembre 1904, dans le village d'Exam en Angleterre, un troupeau de moutons a été attaqué par un loup. Plusieurs hommes ont décidé de poursuivre l'animal, mais il leur a échappé. Le lendemain, un journal local nommé The Exam Courant a publié en gros titre « Un loup au large d'Alandal ». Les agriculteurs du village d'Alandal, non loin d'Exam, ont rapporté au journal que les pertes de bétail étaient si graves que certains d'entre eux rentraient leurs animaux dans l'écurie à la tombée de la nuit. Un berger a ainsi rapporté que 2 de ses moutons avaient été attaqués. L'un avait été éventré dans le champ, quant à l'autre, seule sa tête avait été retrouvée de l'autre côté de celui-ci. De nombreux autres moutons appartenant à plusieurs bergers avaient également été mordus aux pattes et subi ce qui ressemblait à des attaques de loups. Le même jour, un animal rôdant dans les alentours a été détecté. Un groupe de volontaires s'est alors lancé à sa chasse, mais sans succès. Le 15 décembre, la Haydon Hoods, célèbre meute de chiens dirigée par le limier Monarch, a été envoyée afin de retrouver la piste de la bête, mais ils n'y sont pas arrivés. D'autres cadavres de moutons ont été retrouvés. Le 20 décembre,
une récompense de 5 livres sterling a été proposée contre la peau du loup. Le 29 décembre, plusieurs hommes l'ont traqué, mais le loup s'est enfui en sautant par-dessus un mur. Le lendemain, plusieurs témoins ont dit l'avoir vu forcer une brebis à sauter d'un ravin. Le 31 décembre, des enfants qui ont dit l'avoir croisé l'auraient fait fuir en l'effrayant. Plusieurs témoins disaient maintenant avoir vu le fameux loup, mais un fait restait assez troublant. Aucun d'entre eux ne l'avait vu de la même couleur. Gris clair, gris foncé, roux, noir, blanc. Et cela rendait le tout encore plus flou. Le comité du loup d'Hexham a été mis en place, avec lesquels de nombreuses battues ont été organisées. Mais le loup arrivait toujours à échapper aux chasseurs et à leurs balles. Alors, le comité a engagé le scientifique M.W. Brigg, qui a déclaré qu'il retrouverait le loup grâce à la science. Cependant, tous ses efforts ont été vains, et il a fini par déclarer que ce loup ne laissait ni trace, ni odeur. Le 7 janvier 1905, des poseurs de rails ont découvert un cadavre de loup coupé en deux, et ont décidé de l'enterrer. Mais après avoir discuté avec le chef de gare, ils sont allés le déterrer pour le ramener en ville. Alors, de nombreuses personnes ont commencé à se ressembler pour voir le loup qui était devenu célèbre à cause des nombreux cadavres laissés derrière lui. Mais le lendemain, des preuves ont été apportées au comité, preuves qui pourraient confirmer que l'animal retrouvé mort n'était pas celui responsable des attaques. Certains racontaient même que ce loup avait été tué par l'autre, la bête qu'il traquait depuis maintenant longtemps. Le 21 janvier, le journal local a indiqué que des chiens avaient été envoyés dans les bois, mais que le gel avait empêché la chasse. Le loup aurait été revu par de nombreuses personnes, mais les attaques ont peu à peu diminué, jusqu'à ce que la population s'en désintéresse. Cette affaire aurait pu s'arrêter là, mais en février 1971, un enfant de 11 ans, Colin Robson, jouait dans le jardin de ses parents, à Hexham, lorsqu'il a trouvé une petite pierre ronde de la taille d'une balle de tennis. Un visage, aux traits grossièrement sculptés, était gravé sur cette pierre. Alors Colin a ratissé le jardin avec son frère Leslie, et ils ont retrouvé une deuxième pierre similaire. Les traits sculptés de la première étaient vaguement masculins, et elle était assez lourde. La deuxième, quant à elle, arborait un visage de sorcière, d'après les deux enfants, et elle était plus légère. Après avoir lavé les deux têtes, ils les ont amenées à l'intérieur. Et c'est là que d'étranges phénomènes ont commencé à se produire. Les deux pierres avaient l'air de bouger seules, se tournant et se retournant sans que personne ne les touche. Des objets étaient retrouvés brisés, la vaisselle fracassée. La voisine des Robson, Madame Dodd, a également eu une mésaventure dans leur maison. Un jour, où, accompagnée de son fils Brian, elle est allée chez les Robson pour tenir compagnie à l'un des enfants de la famille qui était malade, elle a vu une silhouette lui toucher la jambe, avant que celle-ci ne quitte la chambre à quatre pattes, dans une posture à cheval entre celle d'un homme et d'un animal. Cela s'est produit devant tous ceux qui étaient à l'intérieur, qui l'ont suivi de regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans les escaliers. La nuit suivante, déjà terrifiée par l'apparition, Madame Dodd aurait entendu des bruits semblables à des cris, provenant selon elle de la maison des Robson. Elle serait descendue au rez-de-chaussée pour aller voir à sa fenêtre, et aurait trouvé la porte d'entrée ouverte. Le lendemain matin, elle en a parlé à M. Robson, qui a également affirmé avoir entendu des cris chez lui, qu'il a comparés à ceux d'un loup. Madame Dodd a demandé à ce que sa famille soit relogée par la municipalité. Quelque temps après, les journaux locaux écrivaient des rumeurs disant que les têtes d'Hexham, nommées le garçon et la fille par la presse, étaient des pierres maudites. Elles ont alors été amenées à l'abbaye d'Hexham pour être examinées, puis déposées au musée des antiquités de la ville, et enfin données au docteur Anne Ross, une experte en objets celtiques. Après étude, elle a pu en conclure qu'elles avaient toutes deux plus de 1800 ans, et qu'elles avaient probablement été utilisées pour des rituels celtiques. Le docteur Ross, qui possédait chez elle des objets similaires, a donc décidé de ramener définitivement chez elle le garçon et la fille, qu'elle a posés à côté des autres pièces de sa collection d'objets celtiques. Mais quelques jours plus tard, elle se serait levée en pleine nuit et aurait ressenti une grande bouffée de peur. Elle aurait regardé en direction de la porte et aurait vu une immense silhouette noire qui semblait être mi-homme, mi-animal. Elle a raconté être sortie de son lit en un éclair, puis avoir vu cette silhouette s'en aller et disparaître derrière sa maison. Quelques jours plus tard, le docteur Ross et son mari sont allés à Londres. À leur retour, leur fille, âgée de 15 ans à l'époque,
est allée les trouver. Paniquée, elle leur a expliqué avoir vu une grande silhouette, mi-homme, mi-animal, courir dans la maison devant elle alors qu'elle rentrait des cours, avant que celle-ci ne disparaisse. Cette silhouette est apparue plusieurs fois à chacun des membres de la famille Ross. Le docteur Ross a ainsi pris connaissance des détails de ce qu'avait vu Madame Dodd et son fils dans la maison de la famille Robson, et a fait le lien avec le fait que les apparitions avaient commencé quelques jours après l'arrivée des pierres chez elle. Invitée sur un plateau télé, elle a raconté que sa maison était hantée par le fantôme d'un loup-garou qui suivait les pierres depuis Exham. Elle a expliqué que la créature n'était pas juste une ombre ou un revenant, mais quelque chose de réel qui pouvait pousser des cris, et que tous ceux invités chez elle depuis qu'elle avait les 2 pierres avaient vu, entendu et ressenti la présence du loup-garou. Elle a par la suite décidé de se débarrasser des 2 pierres, et elle est allée jusqu'à mettre en vente l'intégralité de la collection qu'elle possédait. La collection du Dr Ross a été achetée par un collectionneur, mais les têtes maudites d'Exham ont été envoyées au British Museum. Cependant, les visiteurs s'en plaignent tellement que le musée les a retirés de l'exposition. En 1972, Desmond, un ancien habitant d'Exham, a contacté un journal pour expliquer que c'était lui qui avait fabriqué les 2 têtes dans les années 50, et il est allé jusqu'à en fabriquer des reproductions pour prouver qu'il avait raison. Mais alors, comment aurait-il pu duper les scientifiques avec de simples petites têtes sculptées dans les années 50 ? Et d'où pouvaient venir ces étranges phénomènes ? Certains pensaient qu'il y avait un lien entre les têtes maudites, le fantôme de loup-garou et la fameuse affaire du loup tueur d'Exham. En 1977, les pierres ont été confiées à Don Robbins, un chimiste souhaitant les analyser. Il a expliqué avoir été témoin de phénomènes inexplicables et a confié les pierres à Frank Hyde, un radiesthésiste. Mais elles ont fini par disparaître. Personne ne les revit jamais. À ce jour, on ne sait toujours pas où elles sont. Alors selon vous, un loup-garou et pierre maudite, coïncidence ou psychose générale ? Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose d'assez spécial. Ce n'est pas une vidéo comme d'habitude. Ici, il s'agit d'une sorte de petite enquête sur une affaire très étrange. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous parler aujourd'hui d'une annonce sur le site Le Bon Coin. Plus particulièrement, une annonce pour la console PlayStation 5. Je pense que vous connaissez ce site de vente, je ne vais donc pas vous le présenter. Il m'arrive parfois de visiter ce site pour m'acheter des jeux vidéo, et c'est ce que je faisais quand je suis tombé sur une annonce très particulière. Le titre disait PlayStation 5 hanté. Alors oui, c'est un titre très particulier, en tout cas c'est un titre qui m'a donné envie de cliquer. Voici ce que dit l'annonce. Je vends ma console achetée Day One. Je la vends car elle est bizarre. J'en ai marre, elle m'obsède, vraiment. Il y a un gros problème avec, elle s'allume seule, c'est un seul, et lance des applications seule. Par exemple, avant-hier, alors que la console était éteinte, elle s'est allumée seule et a lancé YouTube. Une musique de Johnny, la musique préférée de ma femme, je te promets. Jusqu'à là, c'est assez intriguant. Bon, que la console puisse s'allumer ou s'éteindre seule, c'est possible, ma propre PS5 par exemple s'éteignait seule. Mais ce qui m'a dérangé avec cette description, c'est le fait qu'il précise que la console lance qu'une chanson en particulier. Je trouve ça bizarre, et ça m'a fait penser que la personne qui a posté l'annonce nous faisait marcher. Il a juste voulu publier une annonce d'une façon particulière, comme parfois les gens font. Mais la suite de l'annonce m'a fait penser à autre chose. Vous allez vite comprendre. Mais il n'y a pas que ça. Parfois, elle fait des bruits très stridents, et j'ai l'impression d'entendre des voix. Parfois aussi, la lumière blanche qui indique que la console est allumée passe au rouge. Et quand ça fait ça, il y a des textes affichés à l'écran. Souvent les mêmes. C'est le moment. Je sais que c'est complètement fou. J'ai cherché si d'autres avaient le même problème, mais non. Peut-être que c'est un bug de la console, je n'y connais pas grand-chose. Déjà à ce moment, on peut voir que la personne a soit beaucoup d'imagination, soit elle a de sérieux problèmes. Toujours intrigué, je continue de lire l'annonce, et la suite est assez spéciale. Je sais que ma femme a touché à la console. Elle a peut-être déréglé quelque chose, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais oui, elle était là elle aussi. Bref, je ne vais pas raconter ma vie, je ne sais pas, mais c'est le moment. Je vends la console 500 € avec la facture, je ne sais pas, les câbles et la manette.
C'est le moment. Les répétitions de phrases, ce n'est pas moi qui ai fait une erreur de montage, c'est bien le texte de l'annonce. Et pourquoi il a écrit ça? Je n'en sais rien, ça n'a aucun sens. Les « c'est le moment » en plein milieu du texte, c'est assez dérangeant. J'étais persuadé qu'il s'agissait d'un canular, mais j'ai voulu voir jusqu'où la personne irait dans son délire. Donc, je lui ai envoyé un message en disant que j'étais très intéressé par la console. Bonjour, je suis très intéressé par votre console, même si elle a des problèmes. Pouvez-vous m'en dire plus sur les bugs? Et je n'ai pas eu de réponse. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Non, ce n'est pas le cas. J'ai envoyé d'autres messages en disant que j'étais vraiment intéressé, etc. Mais à chaque fois, je n'avais aucune réponse. Alors j'ai eu une autre idée d'approche. J'allais jouer le jeu de la personne. J'ai pris un autre numéro. Et voici ce que j'ai envoyé. Bonjour, j'ai vu votre annonce et je peux vous aider. Je suis médium et j'ai déjà aidé de nombreuses personnes à chasser les esprits. Pouvez-vous m'en dire plus? Je sais que ce que j'ai fait est immoral, mais je voulais vraiment une réponse de la personne. Et j'en ai eu une. Et elle m'a fait froid dans le dos. Il est trop tard. Vous pouvez vous dire que cette réponse est juste une réponse concernant la vente de la console. La console était vendue, il est trop tard. Mais à ce moment, je n'étais pas du tout de cet avis, parce que dans mon message, je n'ai fait aucunement mention de l'envie d'acheter la console. Ce « il est trop tard » était très étrange. Comme j'ai eu une réponse, j'ai continué. Pourquoi trop tard? La console est-elle vendue? C'était le moment. Elle était là. Elle ne l'est plus. La console n'est plus là. Comme vous avez pu le voir, j'essaye de voir de quoi il parle. La réponse qu'il va me donner par la suite va complètement changer la nature de la conversation. Et plus rien ne sera désormais comme avant. Je venais d'entrer dans une affaire très glauque. Ma femme est morte. C'était de sa faute. Aidez-moi, je l'entends toujours. Ouais, cette réponse est carrément flippante. Dans un coin de ma tête, je me disais que c'était une mise en scène. Mais d'un côté, recevoir ce genre de message m'a mis très mal à l'aise. Je ne savais même pas quoi répondre. Alors que je réfléchissais à une réponse que je pourrais envoyer, j'ai reçu une autre réponse folle. La console est toujours en vente. Je la vends 500 €. À part les bugs décrits dans l'annonce, elle fonctionne parfaitement. J'ai la facture si besoin, si vous voulez l'envoyer au SAV. J'ai la boîte, les câbles et la manette. Tout est nickel. Soit la personne est très bizarre, soit elle s'est trompée de destinataire. Mais j'ai parié sur la première hypothèse. J'ai décidé de laisser de côté ce qu'il m'avait dit à propos de sa femme, et j'ai posé des questions sur la console. Je lui ai demandé si elle n'avait pas d'autres problèmes étranges, et si je pouvais avoir des photos de la console. Oui, j'ai complètement mis de côté mon rôle de médium. Il m'a envoyé des photos. D'abord la console, puis il m'a envoyé une autre photo que voici. Vous avez vu? Non? Je vous la remets. Toujours pas? C'est normal, puisqu'il n'y a rien du tout. Mais voici ce que la personne m'a envoyé pour décrire la photo. Vous voyez les textes, ça gâche le plaisir du jeu. Et je n'arrive pas à jouer. D'ailleurs, vous pouvez voir aussi que le jeu fait n'importe quoi. Vous avez bien vu la photo, il n'y a rien. J'ai même fait des courtes recherches sur cette photo. J'ai essayé de chercher le moindre truc anormal, mais il n'y a rien du tout. Alors je lui ai dit que je ne voyais rien sur la photo, et s'il était sûr qu'il avait bien allumé l'écran. Voici la réponse qu'il m'a donnée. La dernière réponse que j'ai eue de cette personne. Et sa réponse est complètement à côté de la conversation. C'était le moment. J'ai pas eu d'autre choix. Foutez-moi la paix. Ils arrivent de toute façon. Vous êtes perdus. Vous allez tous mourir comme elle. J'ai dû le faire moi-même. Je regrette. Mais je n'avais pas le choix. Cette voix. Cette chanson en boucle, je te promets. Elle m'a promis de jamais me faire de mal. Mais elle n'a pas tenu sa promesse. Je n'avais pas le choix. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Putain mais merde, pourquoi vous m'emmerdez? La console n'est plus disponible, au revoir. C'était le dernier message que j'ai reçu. J'ai relancé plusieurs fois, mais je n'ai plus eu de réponse. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. Je n'ai pas tout compris. J'ai cru comprendre que la personne a tué sa femme pour une quelconque raison. Peut-être une infidélité et qu'il s'en veut. Et qu'il n'arrive plus à vivre avec. Est-ce que c'est un fake? Je ne sais pas, j'espère que oui, car je m'en voudrais énormément d'avoir fait une vidéo sur une affaire de meurtre au lieu d'avoir appelé la police. À l'heure où j'enregistre ces mots, l'annonce est toujours en ligne. Ok, ça marche.
Je m'appelle Simon. Et si vous lisez ceci, vous êtes probablement la police ou un professionnel de la santé mentale qui enquête sur mes récentes actions. Excusez-moi à l'avance pour les erreurs de grammaire, car j'écris en fait ceci sur un logiciel de reconnaissance vocale piraté, et je n'ai pas vraiment eu le temps de le calibrer. Ce qui suit peut ne pas vous sembler crédible. Il pourrait être le produit d'un esprit désordonné de ma part. Mais il y a suffisamment de preuves circonstancielles pour me faire croire que ce que j'aurais fait était la seule solution rationnelle. Tout a commencé il y a environ 8 semaines, lorsque j'ai eu un grave accident de voiture. À mon crédit, ce n'est pas moi qui conduisais. À mon discrédit, je ne portais pas non plus ma ceinture de sécurité. Non pas que je sois sûr que cela aurait aidé. C'était une voiture modèle, plus ancienne, et l'autre type nous a désossé du côté passager. Mon ami, le chauffeur, s'est échappé avec des côtes meurtries et des éraflures. Moi, j'ai souffert de fractures composées à la main et à l'avant-bras droit, des ecchymoses massives tout le long de mon côté droit, plusieurs coupures profondes sur mon front, et le plus inquiétant, un hématome sous-dural. On m'a dit que j'étais mal en point quand ils m'ont emmené aux urgences, mais les médecins ont fait leur travail du mieux qu'ils pouvaient, et j'ai survécu. Est-ce qu'ils ont vraiment fait de leur mieux ? Je commence à en douter. Quand ils m'ont renvoyé à la maison pour récupérer, quelques jours plus tard, j'avais plusieurs vis et plaques très chères dans le bras, une prescription pour de jolis analgésiques, une belle tête rasée avec un petit patch où ils avaient ouvert le crâne pour soulager la pression, et un plâtre assez épais pour jouer au baseball. Je passais les 2 jours suivants dans une stupeur remplie de drogue, à regarder le plafond de ma chambre, à écouter la télévision de jour ou de fin de soirée, ou à m'assoupir dans des rêves étranges. C'était environ 1 semaine plus tard que je l'ai remarqué pour la première fois. Je n'avais pas encore beaucoup de sensations dans la main, car les nerfs avaient pris un sacré coup et étaient presque encore engourdis. Cependant, il est difficile de ne pas remarquer quand vos doigts décident de commencer à se contracter d'eux-mêmes. Et je ne parle pas de l'étrange spasme musculaire ou de la crampe que nous avons tous de temps en temps. Je parle de serrer et de desserrer complètement et de bouger d'un côté à l'autre. Le plus étrange était que je ne pouvais pas du tout le sentir. Mon cerveau n'a pas réagi que ma main bougeait. C'était comme si ma main appartenait à quelqu'un d'autre. Cela a continué pendant quelques minutes, avant de diminuer. Au cours des 2 jours suivants, ça a semblé se propager à travers le reste de mes doigts, bien que tous, sauf mon index et mon pouce, étaient immobilisés par le plâtre. Pourtant, je pouvais les sentir se serrer contre le plâtre pendant quelques instants, et j'avais une douleur sourde dans la main, et puis, les mouvements disparaissaient. J'ai décidé de l'attribuer à l'interaction des analgésiques que je prenais et de divers médicaments psychiatriques que j'avais pris pendant des années. Cela ne semble pas être un problème, et honnêtement, c'était plutôt marrant. C'est environ 10 jours après le début que je me suis réveillé au milieu de la nuit avec une intense douleur lancinante dans l'avant-bras. Je cherchais la lumière à côté de mon lit, paniqué, et quand je l'ai allumée, il m'a fallu plusieurs secondes avant que je ne retrouve assez de sang-froid pour commencer à essayer de comprendre ce qu'il s'était passé. La première chose que j'ai remarquée a été un petit filet de sang tout au fond du plâtre. Plusieurs autres taches sanglantes avaient commencé à se former sur le plâtre, toutes alignées le long de mon avant-bras à partir de la main. Quand je me suis retourné vers le lit, j'ai vu plusieurs taches de sang à l'endroit où mon bras reposait, ainsi que quelque chose d'autre. C'était très petit, et j'ai dû le ramasser et l'amener à la lumière pour mieux le voir. Quand j'ai finalement réalisé ce que c'était, j'étais tellement surpris que je l'ai laissé tomber, et il a heurté la table de chevet, et a roulé de la surface et derrière la tête de lit. J'étais de retour aux urgences à l'hôpital le lendemain matin. Il s'avère qu'un bras sanglant vous mettait assez haut sur le tableau de priorité, et j'ai été vu presque immédiatement. Les médecins ont examiné les taches sanglantes et ont écouté mon histoire. Mais leurs regards sceptiques m'ont dit que je n'obtenais pas le bénéfice du doute ici. Finalement, après quelques examens, ils ont fini par couper le plâtre pour examiner le bras de plus près. Quand ils l'ont fait, il a été révélé que j'avais une longue et fine égratignure de la base de mon poignet jusqu'à l'endroit où le plâtre se terminait. Cela les a fait réfléchir, mais ils m'ont dit que je n'avais pas pris soin de lui et que j'avais laissé quelque chose entrer dans le plâtre. Mon histoire à propos de la vis à os sanglante a été attribuée à un rêve vif provoqué par les analgésiques. Il semblait un peu surpris par une étrange ecchymose dans ma pomme, mais pas plus que ça. La semaine et demie qui a suivi a vu la bizarrerie de toute la situation augmenter. Ma main tremblait presque toutes les heures maintenant, et le pouce et l'index libre me pinçaient parfois, comme s'ils possédaient leurs propres esprits. C'est alors
que j'ai décidé d'obtenir un deuxième avis du manuel de l'hypocondriaque. Internet. Il n'a pas fallu longtemps avant que je réussisse à retracer mes symptômes à une condition très spécifique, celle du syndrome de la main extraterrestre. Cette maladie extrêmement rare fait généralement suite à une sorte de traumatisme cérébral et se caractérise par une dissociation complète des activités du membre donné. Ces activités peuvent inclure divers gestes grossiers, des actes violents ou d'autres mouvements inappropriés. On pense parfois que la condition est provoquée par une personnalité supprimée prenant le contrôle du membre. Inutile de dire que cela m'a fait peur. Dans le même temps, plus d'étrangeté s'est produite pendant que je dormais. Un matin sur deux environ, je me réveillais pour sentir quelque chose me piquer dans la cuisse, et je me baissais pour trouver une autre vis à os ensanglantée. Cependant, la traînée de sang ramenèrent maintenant à l'extrémité ouverte du plâtre, juste après le bout de mes doigts, et il n'y avait pas de sang visible au-delà de quelques gouttes sur le plâtre. Je n'avais toujours pas retrouvé beaucoup de sensations dans la main ou l'avant-bras, et commençais maintenant à sérieusement me poser des questions sur ce qui se passait. Un voyage de retour à l'hôpital n'a pas du tout aidé, car on m'a dit que c'était irréaliste. Le syndrome de la main extraterrestre, disait-il, était extrêmement improbable avec le type de lésion cérébrale que j'avais subi. Ils étaient cependant préoccupés par les nouvelles radiographies de ma main, qui montraient que les os ne guérissaient pas rapidement, et ils ont commencé à discuter de la nécessité éventuelle d'une deuxième chirurgie pour les remettre à zéro. Je n'ai même pas pris la peine de leur montrer le sac de vis ensanglanté, maintenant au nombre d'une douzaine, que j'avais apporté avec moi. Je suis sûr qu'ils auraient également rationalisé cela, malgré l'étrange ecchymose sur ma main, lorsqu'ils ont remplacé le plâtre une fois de plus. Les prochaines semaines, c'est quand cette chose a commencé à devenir carrément flippante. D'autres vis sont apparues dans mon lit, ainsi que 2 plaques de métal ensanglantées, poussées au bas du plâtre. Toujours pendant que je dormais, jusqu'à ce que je sois à peu près sûr que chaque morceau de métal qui avait été mis dans mon avant-bras avait été pris en compte. Et c'est là que les spasmes ont commencé à devenir vraiment mauvais. Il n'y avait pas de douleur, car j'avais perdu la sensation dans le bras. Mais c'était toujours perceptible. On aurait dit que le bras pulsait sur toute sa longueur, et parfois, je pouvais entendre de faibles bruits de grincement organique venant de l'intérieur du plâtre. Cela a coïncidé avec le fait que ma main elle-même commençait à vraiment agir. Elle semblait avoir pris le contrôle de mon bras jusqu'au coude. Elle me soulevait maintenant, et on fait tomber des objets de mon bureau, et elle coinçait contre la porte pour m'empêcher de l'ouvrir. J'ai finalement eu recours à une attelle faite maison de ruban adhésif et de longueur de tuyau pour immobiliser le bras. J'ai couvert la main de plusieurs couches de chaussettes pour empêcher les doigts exposés de trouver et de mordre la chair entre ses ongles. J'avais oublié les ongles. Les ongles sur la main exposée. Ils semblaient toujours trop longs. J'avais essayé de les tailler pendant un certain temps, mais ils repoussaient toujours le lendemain matin. Lorsque les doigts ont commencé à éviter sérieusement les coupe-ongles, j'ai abandonné. C'était la logique initiale derrière les chaussettes, mais c'était aussi ce que certaines personnes peuvent appeler la logique de loin des yeux, loin du cœur. Mais il y avait également un espoir aveugle. J'espérais que cela se résoudrait miraculeusement. Je ne pouvais plus maintenir un horaire de sommeil normal, à cause des bruits et des spasmes étranges provenant de mon bras. Je me réveillais souvent après m'être évanoui, quelque part dans la maison, pour sentir la main se tendre contre les liens. Ce qui était plus inquiétant, c'était qu'elle semblait devenir plus forte, alors que les bruits et mouvements étranges s'étaient aggravés. Je n'ai pas pu voir de médecin. C'était en partie la peur de ce qu'il pourrait trouver, et en partie la peur de ce qui pourrait arriver si ce bras réussissait d'une manière ou d'une autre à se détacher lorsque je conduisais une voiture. Tout cela a abouti à ce qui s'est passé la nuit dernière. Eh bien, ce matin, techniquement, je me suis réveillé au milieu de la nuit, avec une étrange série de stimuli. Le bruit des ongles griffés et du ruban adhésif. La sensation de mon bras serré par quelque chose. Je ne voulais pas allumer la lumière, mais je l'ai fait. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que je savais déjà, généralement, ce que je verrais. La chaussette, tapotée jusqu'au bout du plâtre, était toujours là. Sauf qu'il y avait maintenant un trou à travers eux. Un seul doigt s'étendait à travers le trou. Eh bien, c'était autrefois un doigt. Mon doigt. Ce que c'était maintenant, je ne pense pas qu'il y ait un mot pour. Il ressemblait à mon doigt normal, avec un ongle bien taillé, une peau saine, non gonflée et sans tache, à l'exception de quelques poils courts sur chaque phalange entre les articulations. Tous les 2 douzaines environ. Il mesurait maintenant facilement plus d'1 pied, et 1 pied de long, et était articulé comme aucune main sur terre ne l'avait jamais été. Il s'était plié en arrière sur la main, formant une boucle de chair nauséabonde, et grattait les bords de la bande avec ses ongles coupés, qui essayaient de le décoller. Il est resté comme ça pendant environ 15 secondes,
pendant que je le regardais, avant qu'il ne s'arrête rapidement, et que le bout du doigt en ressorte lentement. Il a fait des efforts pour se libérer et pointer vers mes yeux. Ce n'était pas juste. C'était peut-être à quoi cela aurait pu ressembler objectivement, mais je savais que cela ne pointait pas vers mes yeux. Il regardait dans mes yeux. Cet affreux appendice en forme de doigt bizarre me regardait dans les yeux. Les minutes suivantes étaient un peu floues. Je ne peux raconter que des extraits. Les muscles de mon avant-bras se tendaient contre des liens immobilisants, moi trébuchant sur mes pieds, hurlant de terreur. La sensation de quelque chose d'autre se tortillant dans les chaussettes sur mes doigts. Le bruit du tissu qui commença à se déchirer. Moi titubant à travers la pièce, trébuchant et tombant au sol. La vue d'un mouvement rapide à travers le trou croissant de la chaussette. Mes doigts, sur mon bras restant, sentant quelque chose de solide et de lourd sous leurs emprises. Encore une série de mouvements frénétiques. Et quand le temps ralentit à nouveau, j'étais affali sur le sol. Une attente lourde dans ma main gauche. Une douleur hurlante dans ma droite. J'ai baissé les yeux pour trouver une lampe de poche que je gardais à côté de mon lit, pour les urgences nocturnes. Et je l'ai serrée dans ma main. Jetant un coup d'œil à droite, j'ai vu ce que j'avais fait. Mon coude était plié dans un angle étrange. Une série de contusions circulaires lourdes, là où j'avais utilisé ma lampe de poche pour la briser. La chaussette, au bout de mon bras, était légèrement ensanglantée, et je pouvais sentir une masse de contraction à l'intérieur. Le seul doigt qui avait travaillé pour sortir de la chaussette se tordait sur le sol. Plusieurs articulations cassées. J'avais battu mes doigts avec la lampe de poche, mais ils avaient encore de la vie en eux. Je me suis assis pendant un moment, pendant que je reprenais mes esprits. J'ai fini par avaler quelques-uns des analgésiques puissants qu'il me restait. Et au moment où ils m'ont donné un coup de pied, j'ai découvert que le doigt tentaculaire avait réussi à se rentrer dans la chaussette. Même dans ce cas, je pouvais encore entendre les bruits visqueux et humides provenant de l'intérieur du plâtre. Et je pouvais entendre le doigt claquer alors qu'il fixait les joints que j'avais délogés. Ils y sont toujours. J'ai déjà dû les frapper plusieurs fois avec un marteau que j'ai pris dans ma boîte à outils pendant que je dictais cela. Mon bras ferait probablement mal comme l'enfer, mais je ne pense plus pouvoir appeler cela mon bras. Voyez, je pense que je sais ce qui s'est passé. Les médecins avaient raison et tort quand ils m'ont dit que mon type de blessure n'était pas corrélé au syndrome de la main étrangère. Ce qu'ils n'avaient pas pris en compte, c'était que ce n'était peut-être pas la blessure qui avait causé le problème, mais le traitement. Peut-être que lorsqu'ils ont ouvert mon crâne pour me sauver la vie, ils ont accidentellement laissé quelque chose en moi. Quelque chose avec une intention malveillante, qui ne suit pas les lois de la réalité telles que nous les connaissons. Et quand ils ont opéré mon bras par la suite, les vis et les plaques métalliques, combinées au sang, ont servi de rituel impromptu pour le lier à cette pratique de mon corps pour le moment. Il a donc fallu que cela fonctionne de manière lâche à partir de là. Il s'est frayé un chemin et a commencé à réutiliser la chair sur laquelle il pouvait s'atteindre pour servir son nouveau but. Je ne suis pas sûr, ce ne sont que des suppositions. Mais je ne pense plus que cela compte. Peu importe que ce soit des démons, des extraterrestres ou autres. Je veux juste que ça se termine. Je suis rempli d'un étrange sentiment de calme maintenant. J'ai un plan et je vais l'exécuter. Je sais que tout ce qu'il y a dans mon bras doit être arrêté. Mais je ne veux pas non plus mourir. Je ne pense pas que la chose dans mon bras ait vraiment besoin de moi, et à en juger par son comportement envers le reste de mon corps. Donc le suicide ou l'amputation sont à éliminer. Mais j'ai élaboré un plan. Quand j'ai commencé à raconter cette histoire, c'était vraiment pour tuer le temps. Quand je vais faire cela, pour survivre, je dois m'assurer que je suis quelque part où les gens me verront et appelleront immédiatement à l'aide. Et c'est ce qui m'a aidé à arriver au plan d'action que je suis sur le point d'entreprendre. Vous voyez, le comté fait des travaux d'entretien depuis longtemps sur les arbres le long de ma rue. Je les entends déjà, plus loin, avec des tronçonneuses. Mais ces outils ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse cependant, c'est un autre équipement qu'ils ont apporté avec eux et que j'entends marcher. Une grande déchiqueteuse de bois, de qualité industrielle. Si j'ai de la chance, je serai capable de me libérer après avoir déchiqueté mon coude. Et sinon, eh bien je n'aurai plus à me souvenir de ce que j'ai vécu. Tu es allongé sur ton lit. Le ronronnement sourd de ton climatiseur est la seule chose qui te sépare du silence total. Tu sais, ce silence particulier qui est si lourd, si épais, que tu as l'impression qu'il est assourdissant. Le genre de silence où tu pourrais entendre une épingle en tomber 3 chambres plus loin. Le genre de silence qui emplit tes oreilles du son de tes propres battements de cœur, tandis que ton oreille est pressée contre ton oreiller. Ce genre de silence. Le ronronnement sourd est le seul bruit que tu peux entendre. Un bruit qui passe généralement inaperçu. Jusqu'à ce que ça soit le seul bruit présent. C'est réconfortant
que tu le réalises ou pas. Une sorte de bruit blanc qui te berce et te conduit lentement vers les ténèbres. Mais soudainement, ta chambre est de retour, à la température indiquée sur le thermostat, et le ronronnement s'arrête, masqué par le claquement sourd du conduit d'aération. Pour ton malheur, tu n'es pas encore endormi, et le silence s'installe. Tu devrais être réconforté par le fait que tu peux entendre tout et n'importe quoi autour de toi, compensant l'absence de visibilité due aux ténèbres. Mais tu ne l'es pas. C'est ce même environnement qui te met mal à l'aise, qui fait battre ton cœur un peu plus vite, qui rend ton corps tendu, sans explication, et qui te rend conscient que tu n'es pas seul. Mais tu es seul, n'est-ce pas? Tu es allongé là, les yeux fermés, depuis au moins 15 minutes, et tu t'es assuré que tout était normal dans ta chambre avant d'éteindre la lumière. On ne te l'a fait pas à toi. Tous ces quiz Facebook que tu as fait ont juste renforcé ce que tu savais déjà. Si tu étais dans un film d'horreur, tu survivrais jusqu'à la fin. Tu as même soigneusement préparé un plan de ce que tu ferais si tu te retrouvais dans une de ces situations que tu as lues dans les creepypastas. Mais ces trucs-là, c'est juste des bêtises de toute façon, n'est-ce pas? Tu n'as pas peur, ou du moins, c'est ce que tu continues à te dire. Mais attends, qu'est-ce que c'était? Était-ce le bruissement d'un tissu? Mais tu n'as pas bougé dans ton lit, tu n'as fait aucun mouvement. C'est toi qui as fait ce bruit? Non, tu n'aurais pas pu. Tu es paralysé dans ton lit, raide, avec un malaise qui n'était pas là il y a quelques instants. Tu as sûrement dû l'imaginer. Tu dois l'avoir imaginé. Tu te retournes pour faire face au mur, loin des yeux, loin de l'esprit. S'il y a quelque chose dans la chambre avec toi, ça devra accepter que tu sois trop fatigué pour t'en occuper pour le moment. Tu es toujours paralysé par ce malaise quand tu entends à nouveau le bruissement. Cette fois, il est accompagné par un bruit sourd sur le sol. Ton cœur manque un battement. Tu as vraiment entendu ça? Non, tu paniques pour rien. Tu devrais vraiment arrêter de jouer à ces jeux d'horreur si tard dans la nuit. Ça te retourne le cerveau. Tu es une personne rationnelle. Alors arrête de faire l'enfant et endors-toi, voyons. Tu fermes très fort les yeux, espérant silencieusement que le sommeil t'emportera bientôt. Tu supplies pratiquement pour être emmené en sécurité dans un monde onirique de ta propre création. Tu fuis dans un sens, mais il n'y a rien là-bas, pas vrai? Tu es juste fatigué. Je sais. Lorsque tes yeux sont hermétiquement fermés, tu prends conscience que peu importe à quel point tu le veux, tu ne peux plus bouger tes bras et tes jambes. Allons, tu vas vraiment laisser ça t'atteindre à ce point? Tu as quel âge, 12 ans? Remballe tes pensées et dors, non mais... Maintenant, alors que tu es plus tendu que jamais, ce son énervant résonne à nouveau dans la pièce. Le bruissement de tissu, suivi par un bruit sourd sur le sol. Sans le vouloir, tu retiens ta respiration, les yeux fermés aussi fort que possible. Tu as un besoin enfantin de tirer la couverture sur ta tête. C'est ton imagination. Tout est dans ta tête. Je te croyais meilleur que ça. Ton cœur bat fort dans tes oreilles maintenant, mais pas assez fort pour étouffer le son répétitif qui approche de l'autre côté de la pièce. C'est quoi ce bruissement? Peut-être que tu as laissé un bout de papier sur le sol. Ça doit être ça. Et ce battement? Peut-être le chat ou le chien, ou quelque chose. Ils ont probablement couru à l'intérieur quand tu ne regardais pas avant de fermer la porte. Tu es juste paranoïaque. Le bruit est maintenant à moins de 30 cm de ton lit. Et lui tournant le dos, tu n'oses pas te retourner pour voir ce qu'il en est. Pas que cela t'avancerait à quelque chose, car la seule lumière dans ta chambre est celle, faible, de son téléphone sur la table de nuit. Tu l'as branché avant de te glisser au lit, t'en souviens? Mais tu n'oses pas te retourner et regarder. Il n'y a rien là-bas de toute façon. Des minutes qui ressemblent à des heures s'écoulent, alors que tu fais face au mur, raide comme un piquet, incapable de faire bouger ton corps récalcitrant. Tu n'as plus entendu les bruits depuis un moment maintenant, pas depuis qu'ils ont atteint le bord du lit. Tu sais qu'il n'y a rien là, idiot. Tu aurais vraiment dû mettre de la musique ou quelque chose comme ça avant d'aller au lit. Oh, tant pis. Peut-être la prochaine fois. Soudain, un bruit familier résonne dans la pièce, suivi de son ronronnement habituel. Tu expires profondément, soulagé. Ton corps se détend petit à petit. Dieu merci. La paralysie est passée. Tu peux enfin dormir en paix. Ce silence commençait vraiment à t'atteindre.
Tu te retournes pour vérifier l'heure sur ton téléphone allumé. Ça doit faire au moins 1 heure que tu essaies de dormir. Tu te retrouves nez à nez avec mon visage pourrissant, ma peau en lambeaux, étirée en un sourire jusqu'aux oreilles. Mes orbites vides, où résidaient autrefois mes yeux, te fixent intensément. Ah, je vois que tu es encore réveillé. En juin 2017, Brent Swenser écrivit un article pour le site Mysterious Universe, relatant les différents phénomènes inexplicables dont il avait été témoin au cours de sa vie. À cette occasion, il raconta la terrible mésaventure qui lui était arrivée quelques années plus tôt, une expérience si traumatisante qu'il n'en avait jamais parlé à personne. Brent venait d'avoir 18 ans quand, juste avant de partir pour l'université, il décida de rendre visite à l'un de ses amis qui habitait à Denver, dans le Colorado. À cette époque, il n'avait pas beaucoup d'argent. Ses parents estimaient son projet quelque peu fantaisiste, mais ils l'autorisèrent néanmoins à faire le voyage. Il n'avait pas peur de partir seul en voiture. Il était sûr de pouvoir se débrouiller en toutes circonstances. Avec son 1m90 et sa carrure d'athlète, il s'estimait plutôt intimidant et il pensait naïvement que personne n'oserait l'importuner. « C'est juste une promenade en voiture, se disait-il. Je resterai 2 jours et je reviendrai ensuite. » L'idée semblait simple. Il la jugeait sans risque. Mais malheureusement, il se trompait. En cours de chemin, quelque part dans les contrées sauvages du Nevada, il comprit que le trajet allait durer plus longtemps que prévu. Il était parti de chez lui en fin de journée et il commençait déjà à somnoler. La région était déserte. Il n'avait croisé personne depuis des kilomètres et la route lui semblait sans fin. Elle était longue, sombre, monotone et les lignes tracées sur le goudron l'hypnotisaient dangereusement. Ça pourrait tout aussi bien être la surface de la lune, se dit-il en lui-même. Au même moment, sa voiture fit une grosse embardée sur le côté et il redressa le volant in extremis. S'il ne s'arrêtait pas, il allait avoir un accident. Il aurait voulu passer la nuit dans un hôtel, mais il avait à peine assez d'argent pour la nourriture et l'essence. Alors, comme il devait absolument faire une pause, il finit par se garer sur une aire de repos. Il avait prévu de dormir quelques heures avant de reprendre la route qui lui semblait de plus en plus sinistre. Aucun autre véhicule que le sien ne se trouvait sur le parking. L'atmosphère était lourde, presque angoissante. Il se demandait s'il avait bien fait de s'arrêter dans un endroit aussi isolé, quand la fatigue eut raison de ses doutes. Soudain, un bruit le réveilla. Il ne savait pas combien de temps il avait dormi. Mais ouvrant les yeux, il se retrouva ébloui, et il en conclut que le jour s'était déjà levé. Un jeune homme maigre, qui devait avoir une 20aine d'années, le regardait fixement, en donnant de petits coups à la vitre. Il était habillé normalement, comme tous les garçons de son âge. Il ne ressemblait en rien à un vagabond, et ne paraissait pas spécialement menaçant. Brent se demandait ce qu'il faisait là, perdu au milieu de nulle part, quand l'inconnu lui dit simplement calmement « Ouvrez la portière ». En entendant ces mots, un indéfinissable sentiment de malaise le submergea, et il songea avec soulagement qu'il avait bien fait de verrouiller toutes les portières de sa voiture avant de dormir. Il lui répondit par la négative, mais se faisant insistant, l'homme lui demanda une nouvelle fois « Ouvrez la portière ». Maintenant, sa voix ressemblait à un grognement. Brent le regardait, perplexe, quand il remarqua 2 autres silhouettes et une camionnette derrière lui, sur le bord de la route. Un projecteur, qui semblait avoir été installé sur le toit du véhicule, pointait vers le sol, éclairant brillamment le parking. Il réalisa alors que la nuit était très loin de se terminer. Pensant avoir affaire à des gamins, il sortit le couteau qu'il avait pris soin d'emporter dans sa boîte à gants, et le tenait bien en évidence. Il le brandit juste devant lui. Rétrospectivement, l'idée lui parut stupide, mais il était encore très jeune et il pensait les effrayer. Le résultat se révéla catastrophique. Au lieu de s'enfuir, le jeune homme devint absolument fou furieux et laissant s'échapper un hurlement inhumain. Il se mit à secouer violemment la voiture. Sa colère était telle qu'il la soulevait du sol à chaque poussée. Brent, qui ne s'attendait pas à une telle réaction, en resta pétrifié d'effroi. Jamais il n'aurait pensé que quelqu'un puisse faire preuve d'autant de force, et encore moins un homme aussi maigre.
Au même moment, il remarqua que les deux autres jeunes, qui étaient restés près de la camionnette et observaient la scène sans bouger, avaient quelque chose de spécial. Leurs yeux brillaient ou reflétaient la lumière, comme ceux d'un chat. Et ils n'avaient rien d'humain. Leur silhouette était floue, déformée, parasitée. Elle ressemblait aux images d'un écran de télévision de mauvaise qualité. Elle tremblait, allait et venait, à grande vitesse, et l'idée l'effleura qu'ils luttaient pour rester dans la réalité. Comme il les observait, un des deux, une fille qui allaitait et grognait comme un chien enragé, se téléporta instantanément près de la voiture, et elle lui ordonna hargneusement « Ouvre la portière, maintenant !» Pris de panique, il tenta de démarrer. Il pensait, en toute honnêteté, qu'ils avaient sûrement saboté son moteur pour l'empêcher de partir, et qu'il allait rester coincé là jusqu'à ce qu'il force la portière, ou que quelqu'un lui vienne en aide. Une perspective qui lui semblait incertaine, pour ne pas dire improbable. À sa grande surprise, la voiture se mit aussitôt en route, et il s'enfuit aussi vite que possible. Comme il le faisait, le projecteur placé sur le toit de la camionnette bascula immédiatement sur lui, l'aveuglant et suivant sa course avec une précision parfaite. Il appuya sur l'accélérateur, puis il regarda dans son rétroviseur, et il constata avec inquiétude que l'un de ses mystérieux visiteurs, pas l'homme ni la femme, peut-être le troisième ou un autre caché dans l'ombre, le suivait de près. À ce moment-là, il était presque sur l'autoroute. Il prenait rapidement de la vitesse, et il devait rouler 65 km/h. Soudain, son poursuivant, qui courait à la même vitesse que sa voiture, avec une aisance déconcertante, tendit la main pour frapper à la vitre de sa portière, lui arrachant un hurlement horrifié. En atteignant l'autoroute, il accéléra un peu plus encore. Mais l'homme continua à le suivre, cognant de plus en plus fort contre le verre. Il se disait qu'il allait finir par le briser. Quand brusquement, alors qu'il atteignait les 80 km/h, l'inconnu lâcha sa portière et disparut dans l'obscurité. Brent s'éloigna le plus rapidement possible, le pied collé à la pédale d'accélérateur. Le projecteur resta braqué sur lui jusqu'à ce qu'il soit hors de vue. Mais bizarrement, personne ne le suivit. Il conduisit à la même vitesse pendant un moment, et il finit par atteindre une bretelle de sortie qu'il se dépêcha d'emprunter. Un restaurant, le genre d'établissement ouvert le jour comme de nuit, se dressait au bord de la route. Il s'y arrêta, prit une table, et y resta assis, nerveux et tremblant, pendant environ 3 heures. Il n'arrivait pas à se calmer, et sa fébrilité trahissait son malaise. Remarquant son trouble, la serveuse vint le questionner à plusieurs reprises. Mais il lui répondit qu'il avait failli avoir un accident, qu'il en était toujours secoué, et elle repartit sans insister à chaque fois. Il ne savait pas vraiment pourquoi, mais il n'avait pas envie de parler de ce qui lui était arrivé ou de prévenir la police. Peut-être parce qu'il pensait qu'il ne le croirait jamais. Lui-même y croyait à peine, ou alors qu'il était impatient d'arriver à destination, ou qu'il ne voulait pas de problème, tout simplement. Jamais Brent ne raconta son histoire, ni à son ami du Colorado, ni à sa famille, ni à personne d'autre. J'étais terrifié à l'idée de parler de ce qui s'était vraiment passé. Les événements peuvent sembler mélodramatiques, mais je vous assure qu'ils se sont réellement produits, que je n'exagère pas, et qu'à ce jour, y penser me traumatise toujours. J'ai vraiment l'impression que je n'étais pas censé en sortir vivant, et que j'aurais dû mourir, ou pire encore, sur ces terres de repos. Ma vie était très certainement en danger. Je me surprends souvent à me demander combien d'autres voyageurs ont été confrontés à ces étrangers bizarres le long de cette route désolée. Et à ce qui me serait arrivé si jamais j'avais ouvert ma portière comme il me le demandait. À ce jour, je dois me forcer juste pour évoquer ces souvenirs. Des années plus tard, Brent se pose toujours des questions sur la nature et les buts des visiteurs. Qui étaient ces gens? Étaient-ils même des gens? Sinon, qu'étaient-ils? Des spectres de quelle sorte? Des enfants aux yeux noirs? Des gens de l'ombre? Des vampires? Mon Dieu, mais que faisaient-ils là? Je n'ai pas de réponse. Et l'incident me laisse perplexe et effrayant à ce jour. Maintenant, j'aime à me considérer comme une personne raisonnablement intelligente et rationnelle. Je ne buvais pas à l'époque, et je ne consommais pas de drogue. J'aimerais vraiment qu'il y ait une explication banale, mais je ne trouve aucune. Je ne suis même pas arrivé à trouver de phénomènes connus dans le monde de l'étrange qui correspondent vraiment à ce que j'ai vu. Tout cela est vraiment bizarre et déconcertant pour moi. L'expérience de Brent ne ressemble à aucune autre, mais peut-être que certains, qui ont vécu la même chose, n'en sont jamais revenus pour la raconter.